Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé le 14 septembre 2015 ? Probablement pas. À vrai dire, ce jour-là, pour la plupart des gens, c'était une journée comme les autres. Peut-être que vous étiez en cours, au boulot, en train de prendre un café ou juste en train de scroller sur votre téléphone. Rien de particulier. Et pourtant, pendant que le monde vivait sa routine, un événement incroyable était en train de se produire. Ou plutôt, venait enfin d'être capté par l'humanité. Ce jour-là, pour la première fois de notre histoire, on a entendu les battements de l'univers. On a détecté des ondes gravitationnelles. Attention, je ne parle pas d'un flash lumineux, d'un signal radio ou de rayon X, mais d'une onde de gravité. Une vraie déformation de l'espace-temps lui-même. C'est la Terre tout entière qui a vibré, littéralement, même si personne n'a senti. Et cette vibration venait d'un coin perdu de l'univers, à plus d'1 milliard d'années-lumière. Il faut imaginer le truc, 2 trous noirs, un de 29 fois la masse du Soleil et l'autre encore plus gros, 36 fois la masse du Soleil. Ces 2 monstres tournaient l'un autour de l'autre, accélérant sans cesse, se rapprochant petit à petit, piégés dans une orbite qui va les mener droit l'un vers l'autre, jusqu'à ce qu'ils se fondent en un seul trou noir, de 62 masses solaires. Et là, il y a une question que vous êtes en droit de vous poser. 29 plus 36, ça fait 65. Alors pourquoi est-ce qu'à la fin, il ne reste qu'un trou noir de 62 masses solaires ? Où sont passées les 3 masses solaires restantes ? Eh bien, ces 3 masses solaires, elles ne se sont pas évaporées. Elles ne se sont pas perdues. Elles se sont transformées. Elles ont été converties en énergie pure. Une énergie incroyable, colossale, qui a été relâchée sous forme d'ondes gravitationnelles. Des vagues d'espace-temps qui se sont propagées dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière, et qui ont traversé l'univers entier. Pour vous donner une idée, pendant quelques fractions de secondes, la puissance de cette émission était d'environ 3,6 fois 10 puissance 49 watts. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien pas grand-chose quand on n'est pas familier avec ce genre de nombre, normal. Alors imaginez plutôt ça. Pendant ce court instant, cette fusion a libéré plus d'énergie que toute la lumière émise par toutes les étoiles de l'univers observable réunies. Oui, j'ai bien dit toutes, en une fraction de seconde. Ce qui rend ce jour du 14 septembre 2015 encore plus fou, c'est que ces ondes gravitationnelles, on les attendait depuis longtemps, très longtemps. Parce qu'un siècle plus tôt, en 1916, Albert Einstein avait prédit leur existence, en travaillant sur sa théorie de la relativité générale. Sauf que même lui n'y croyait pas vraiment. Pour Einstein, c'était presque une bizarrerie mathématique, un détail théorique sans vraie réalité physique. Il pensait que jamais on ne pourrait détecter un truc aussi infime. Après tout, ces ondes provoquent des déformations si minuscules qu'elles sont 1000 fois plus petites que la taille d'un proton. Pour Einstein, ça restera à jamais hors de portée. Et pourtant, le 14 septembre 2015, ce qui était supposé être impossible est devenu réalité. Les détecteurs de LIGO, ces instruments ultra sensibles capables de mesurer des variations d'1 millième de milliardième de mètre, ont capté ce signal. Et à ce moment-là, on a compris qu'on venait d'ouvrir une nouvelle ère pour l'astronomie. Avant ça, on observait l'univers qu'à travers la lumière, sous toutes ses formes. Visible, infrarouge, ultraviolet, rayons X, ondes radio, etc. C'était notre seule fenêtre. Mais là, on venait d'ouvrir un autre sens. Comme si l'humanité, qui était jusque-là sourde à ce que l'univers pouvait nous dire, venait soudain d'entendre ses premières notes. On pouvait désormais capter des informations venues d'événements qu'aucun télescope ne pourrait jamais voir. Des collisions de trous noirs, des fusions d'étoiles à neutrons, des phénomènes extrêmes, violents, invisibles. Et pourtant, ce n'est que le début. Parce que quelques années après cette première détection historique, un autre mystère est apparu. Quelque chose d'inattendu. Après certaines fusions de trous noirs, quand les grands pics d'ondes gravitationnelles s'étaient estompés, des chercheurs ont remarqué des petits signaux. Des sortes de retours, des échos très faibles, qui semblaient se manifester juste après le passage d'une onde principale, comme un rebond discret. Au début, on a cru à un bug, une interférence, une anomalie dans les instruments, mais ces petits échos revenaient. Pas toujours, pas de façon évidente, mais assez pour semer le doute. Alors, les physiciens ont commencé à se demander, et si ce n'était pas juste du bruit ? Et si ces échos existaient vraiment ? Parce que s'ils sont bien réels, alors ça veut dire que les trous noirs, ces objets qu'on pensait comprendre grâce à la relativité générale, cachent peut-être quelque chose d'encore plus profond. Peut-être que l'horizon des événements, cette limite où plus rien ne peut s'échapper, n'est pas aussi absolu qu'on le croyait. Peut-être que des phénomènes encore inconnus se jouent à cet endroit précis, des effets quantiques étranges,
des structures exotiques, des mécanismes qu'on ne soupçonne même pas. Si ces échos gravitationnels sont réels, alors on tient peut-être une piste vers une nouvelle physique. Une physique qui irait au-delà d'Einstein, au-delà de la relativité générale. Une porte entrouverte vers des concepts qu'on ne maîtrise pas encore, mais qui pourraient révolutionner notre vision de l'univers. Comme ce qui s'est passé avec les ondes gravitationnelles elles-mêmes. Parce qu'à chaque fois que l'humanité a découvert une nouvelle manière de regarder le cosmos, elle a fini par remettre en cause ce qu'elle croyait savoir. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. On cherche, on teste, on affine nos instruments, on fait tourner des simulations. Mais cette simple idée que ces échos puissent exister suffit déjà à faire vibrer le cœur des physiciens. Parce que si on comprend ce qui se cache derrière ces murmures de l'espace, alors on pourrait bien être à l'aube d'une nouvelle révolution scientifique. Alors maintenant qu'on a posé les bases, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul et qu'on se demande au fond, c'est quoi exactement une onde gravitationnelle? Parce que c'est bien beau de dire que c'est un signal qui traverse l'espace-temps. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on se replace dans le cadre de la relativité générale, celle d'Einstein, il faut d'abord comprendre que l'espace-temps, ce n'est pas juste un décor figé. Ce n'est pas un grand tapis sur lequel l'univers poserait des objets. Non. Dans la vision d'Einstein, l'espace-temps c'est une sorte de toile super souple. Une matière un peu abstraite, mais bien réelle, qui peut se déformer. Et cette déformation, elle se produit quand on place de la matière ou de l'énergie dessus. Imaginez un drap tendu. Si vous posez une boule de bowling dessus, le drap va s'enfoncer. Et si vous posez une bille à côté, elle va rouler vers la boule de bowling. Non pas parce qu'il y a une force magique, mais parce que le drap a été déformé. Eh bien pour l'espace-temps, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de billes et de boules de bowling, vous avez des planètes, des étoiles, des trous noirs. Et l'espace-temps, lui, se courbe en réponse. Alors, bien sûr, cette représentation est pratique parce qu'elle est visuelle, mais elle a ses limites. Elle explique la gravité, par la gravité. Puis, dans les déformations de l'espace-temps, on a uniquement les déformations de l'espace, et pas du temps. Et enfin, ça implique que la courbure ait une dimension supplémentaire qu'on ne voit pas. C'est pas exactement comme ça qu'Einstein voyait l'espace-temps et sa courbure. Donc, je dis juste de faire attention à cette représentation, même si elle est pratique visuellement. Enfin bref, jusque-là, on avait un très gros changement de perspective. Mais Einstein a poussé l'idée encore plus loin. Il a montré que si un objet assez massif accélère en changeant de vitesse ou de direction, il va non seulement courber l'espace-temps, mais il va aussi créer des vagues dans ce tissu. Des vagues qui vont se propager dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière. Ces vagues, ce sont ces fameuses ondes gravitationnelles. Pourquoi? Car l'univers est dynamique. Il s'étire et se contracte à mesure que ces ondes passent. On peut faire une analogie avec la lumière. Si on prend une particule chargée et qu'on l'accélère, cette particule va perdre de l'énergie cinétique, donc de la vitesse, et cette énergie perdue sera convertie en rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, quand on modifie le mouvement d'un électron par exemple, il émet de la lumière. On a exactement la même chose avec les ondes gravitationnelles, parce que quand on modifie le mouvement d'une masse, elle émet une onde gravitationnelle. Mais attention, cette onde ne se crée pas à la moindre occasion. Si la Terre tourne autour du Soleil, oui, elle émet des ondes gravitationnelles. Mais elles sont tellement faibles qu'elles sont totalement indétectables. Pour produire des ondes qu'on peut réellement capter, il faut des événements cataclysmiques. Des choses d'une violence inouïe. Des collisions d'astres massifs, des effondrements d'étoiles, des fusions de trous noirs, des choses qui secouent l'univers entier. Et c'est pour ça que les premières détections sont venues de la fusion de deux trous noirs. Là, on est dans un scénario extrême. Deux monstres de plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil, qui se tournent autour à des vitesses folles avant de se percuter et de fusionner en un seul. À ce moment-là, ça libère une onde gravitationnelle d'une puissance phénoménale, qui va traverser l'espace pendant des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. C'est ce qu'on appelle un événement de coalescence, ou plus précisément, une coalescence de binaires compacts, qu'on résume souvent par le terme CBC, pour Compact Binary Coalescence. Typiquement, les CBC sont des types de signaux courts, et qu'on sait modéliser numériquement. On sait les prévoir, comme celui que vous avez à l'écran. Contrairement aux signaux qu'on appelle les bursts. Les bursts, ce sont des sortes d'explosions gravitationnelles. Des signaux très brefs, très intenses, qui viennent d'événements violents, mais qu'on ne peut pas vraiment prévoir. En gros, ce sont des signaux courts, mais qu'on ne sait pas vraiment modéliser. Donc, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre comme forme d'onde ou comme type de signal. Typiquement, ça peut venir de l'effondrement brutal d'une étoile massive en supernova, ou peut-être d'un événement encore inconnu. Ce sont des signaux soudains, imprévisibles, comme un éclair. Donc,
Les bursts sont des signaux courts, comme les CBC, mais non modélisables. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ondes continues. Là, on est dans un registre totalement différent. Les ondes continues, ce sont des signaux faibles mais constants, qui viennent d'objets tournant sur eux-mêmes de manière régulière. Comme une étoile à neutrons en rotation rapide par exemple, qu'on appelle les pulsars millisecondes. Imaginez une étoile morte, extrêmement dense, tournant des centaines de fois par seconde sur elle-même. Si jamais cette étoile a une petite bosse, une déformation, un défaut minuscule sur sa surface, elle va émettre des ondes gravitationnelles en permanence. Un peu comme une sirène qui tournerait sans jamais s'arrêter. Ces signaux-là sont très faibles, très discrets. Mais si on arrive à les capter, on pourrait obtenir des informations précieuses sur l'intérieur de ces étoiles, sur leur structure, sur la matière à des densités qu'on ne peut même pas reproduire sur Terre. Ce genre de signaux sont des signaux longs et modélisables. Et puis, il y a ce qu'on appelle le fond stochastique. Là, on change encore d'échelle. Le fond stochastique, c'est un peu comme un bruit de fond gravitationnel. Un mélange de milliards et de milliards de petites ondes gravitationnelles émises par toutes sortes d'événements à travers l'histoire de l'univers. On peut voir ça comme le fond diffus cosmologique, mais gravitationnel. Des fusions de trous noirs supermassifs, des rotations d'étoiles, des explosions lointaines, mais aussi peut-être des phénomènes liés aux tout premiers instants du cosmos, juste après le Big Bang. Ce bruit de fond, il est là, partout. Il baigne l'univers entier. Et si on arrive un jour à détecter la composante cosmologique, on pourrait peut-être remonter jusqu'aux origines même de l'univers, jusqu'au mur de Planck. Ce type de signal est long, mais non modélisable. Donc, voici en gros la classification de tous les types de signaux d'ondes gravitationnelles qui existent. Et pour produire toutes ces ondes, il y a une variété énorme de sources. Bien sûr, les binaires de trous noirs, c'est le gros morceau. On les appelle les BBH, pour Binary Black Holes. C'est ceux qu'on a détectés en premier. Et ils continuent d'être une principale source d'ondes gravitationnelles. Mais il y a aussi les systèmes où les deux objets ne sont pas des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. Ces binaires d'étoiles à neutrons peuvent produire des signaux différents, notamment parce qu'elles sont faites de matière et qu'elles peuvent aussi émettre de la lumière quand elles fusionnent, ce qui permet de combiner détection gravitationnelle et observation optique. Il y a aussi les systèmes de naines blanches, les DWD, pour Double Wide Dwarf, des objets beaucoup moins massifs, mais qui peuvent, eux aussi, tourner l'un autour de l'autre et émettre des ondes gravitationnelles, même si leurs signaux sont plus faibles. Ces systèmes-là émettent surtout des ondes continues, qu'on espère détecter avec des futurs détecteurs plus sensibles, notamment dans l'espace, comme le projet LISA. On estime qu'il y a environ 1 million de ces sources rien que dans notre galaxie. Et bien sûr, il y a les supernovas, les effondrements d'étoiles massives qui peuvent émettre des bursts, et les populations de trous noirs supermassifs binaires, les SMB-HB. Ces monstres qui peuvent peser des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil, et qui, quand ils fusionnent, doivent provoquer des ondes gravitationnelles absolument titanesques. On pense que ces signes-là, on ne pourra les détecter qu'avec des instruments géants, peut-être en mesurant carrément les variations des pulsars à travers la galaxie. Et enfin, il y a les ondes gravitationnelles dites Early in Spiral, les premières phases avant la fusion de binaires compacts, avant qu'elles ne fusionnent vraiment. Ces signaux-là sont faibles, mais ils durent longtemps, et ils pourraient nous permettre d'observer des systèmes bien avant leur fusion. Mais pour ça, il faudrait des détecteurs différents, des observatoires sensibles à des fréquences plus basses, comme ceux qu'on compte lancer dans l'espace. Ok, maintenant qu'on sait ce que sont les ondes gravitationnelles, comment elles naissent et les différents types de signaux qu'elles peuvent produire, la vraie question c'est comment on fait pour les détecter ? Parce que bon, on parle de déformation de l'espace-temps, mais on parle surtout de trucs minuscules. Genre vraiment minuscules. Pour donner un ordre d'idée, la première onde qu'on a détectée, celle de 2015, elle a fait bouger la longueur des bras de LIGO de 1 milliardième de mètre. C'est à peu près 1000 fois plus petit qu'un proton. Alors, comment on fait pour mesurer quelque chose d'aussi ridicule ? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et le premier qu'il faut absolument connaître, c'est LIGO. LIGO, c'est 2 immenses observatoires aux États-Unis, un en Louisiane et l'autre dans l'État de Washington. Le principe est génialement simple, mais terriblement compliqué à réaliser. En gros, ils utilisent un laser qu'ils envoient au milieu d'un tube de 4 km de long. Oui, le détecteur fait 4 km de long. Ce faisceau est ensuite séparé en deux avec ce qu'on appelle une lame séparatrice. Une moitié part vers l'est
et l'autre vers le nord. Au bout de chaque bras, un miroir renvoie la lumière. Et les deux faisceaux se recroisent au centre et se recombinent. Si l'espace-temps est parfaitement stable et immobile, les deux faisceaux se recombinent d'une certaine façon et s'annulent presque parfaitement. En gros, en se recroisant, les ondes lumineuses vont se compenser, ce qui va donner un résultat nul. Donc en gros, le laser ne va pas renvoyer de lumière par interférence. Mais si jamais une onde gravitationnelle passe par là, elle va étirer un bras et comprimer l'autre, même de manière infime. Et ça va changer la manière dont les faisceaux se recombinent. Et c'est ce minuscule décalage qu'on peut mesurer, avec une précision hallucinante. Mais LIGO ne bosse pas tout seul. En Europe, on a Virgo, qui est basé en Italie, près de Pise, que j'ai d'ailleurs visité avec Hugo, qui m'aide à écrire régulièrement les vidéos. Merci à lui d'ailleurs. Je vous mettrai le documentaire que j'ai fait là-bas à la fin de cette vidéo-là. Bon, le principe est le même, mais les bras font 3 km au lieu de 4. Et au Japon, il y a Kagra, qui a rejoint la bande un peu plus tard. Ce qui est particulier avec Kagra, c'est qu'il est construit sous terre pour éviter un maximum de perturbations. Et surtout, qu'il utilise des miroirs refroidis à des températures proches du zéro absolu, histoire de réduire le bruit thermique. Mais pourquoi on a plusieurs détecteurs? Eh bien, parce que pour être sûr qu'un signal est réel, il faut le voir arriver à plusieurs endroits sur Terre, et avec des temps d'arrivée cohérents évidemment. C'est ce qu'on appelle la détection en coïncidence. En gros, si un seul détecteur a détecté un signal, c'est très probablement un bruit qui est à l'origine de ça. Comme une voiture qui passe pas trop loin par exemple, ou alors un avion, voire même de l'orage. Mais lorsque tous les détecteurs ont détecté le même signal, avec la même amplitude au même moment, alors c'est le signe qu'une onde gravitationnelle est bien passée par là. Puis avoir un réseau de détecteurs permet aussi de trianguler la position de la source dans le ciel. Avec LIGO, Virgo et Kagra, on forme un réseau mondial capable de capter les fusions de trous noirs binaires, les fusions d'étoiles à neutrons avec des trous noirs, et aussi, parfois, des étoiles à neutrons en rotation. Mais ce réseau a ses limites. Déjà, il ne détecte pas bien les sources qui émettent des ondes dans la gamme des hautes fréquences, entre les quelques dizaines et quelques milliers de hertz. En dessous et au-dessus, il est quasiment sourd. Et puis, malgré les progrès, il reste hypersensible aux bruits parasites. Les tremblements de terre, les passages de camions, les variations thermiques. C'est un peu comme essayer d'entendre un murmure durant un concert. Mais voilà. Toutes les ondes gravitationnelles ne sont pas émises dans la même gamme de fréquences. Il y en a certaines beaucoup plus graves qu'on ne pourra jamais entendre depuis la Terre. Pourquoi? Parce qu'à ces basses fréquences, la planète entière bouge trop. Le sol vibre, l'air tremble. Ça rend impossible toute détection. Du coup, la solution, c'est d'aller dans l'espace. Et là, on arrive à un projet absolument fou. LISA. LISA, ce serait un détecteur géant, mais qui flottera directement dans l'espace, à des millions de kilomètres de la Terre. Il sera constitué de 3 satellites reliés par des faisceaux laser sur des distances de 2,5 millions de kilomètres. Oui, des bras de plus de 2 millions de kilomètres. Et là encore, le but sera de mesurer les minuscules variations de distance entre les satellites quand une onde gravitationnelle passe au travers. Mais attention, LISA, ce n'est pas juste une copie géante de LIGO. C'est un détecteur spécialisé dans les basses fréquences autour du millihertz. Et ça change tout. Parce que ça va lui permettre de capter des signaux très différents et des sources beaucoup plus massives. Par exemple, des couples de naines blanches qui se tournent lentement l'une autour de l'autre. Pour le coup, ces sources ne sont pas massives, mais si elles sont très proches, elles seront détectables. LISA pourrait aussi détecter des objets plus exotiques, comme les MRI, des petites étoiles ou des trous noirs stellaires qui tournent en spirale autour de trous noirs supermassifs avant de se faire engloutir. Et bien sûr, il pourra avoir des fusions de trous noirs supermassifs binaires, ces monstres d'1 million, voire d'1 milliard de masses solaires, qui fusionnent au cœur des galaxies. Et même ça, ce n'est pas suffisant pour certaines ondes. Pour les plus graves, celles qui se comptent en nanohertz, il faut carrément utiliser un autre type d'instrument. Et cet instrument, c'est le cosmos lui-même. Là, on parle des PTA, ou Pulsar Timing Array. Les pulsars, ce sont donc des étoiles à neutrons qui tournent super vite et qui émettent des faisceaux d'ondes radio un peu comme des phares, mais pour l'univers entier. Quand on les observe depuis la Terre, on reçoit des impulsions ultra régulières, parfois à la microseconde près. Si une onde gravitationnelle passe entre la Terre et un pulsar, elle va légèrement modifier la distance, et donc le moment où les impulsions arrivent. En observant des dizaines, voire des centaines de pulsars répartis dans le ciel, on peut chercher des variations synchronisées qui trahiraient le passage d'une onde gravitationnelle géante, émise par exemple
par des couples de trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre. Les PTA, ce sont un peu des sismographes qui utilisent des tic-tac, des pulsars pour écouter les couronnements de l'univers. Et c'est exactement ce qu'ont annoncé plusieurs équipes en 2023, avec les premières preuves indirectes de ce fameux fond d'ondes gravitationnelles à très basse fréquence, émis par des binaires de trous noirs supermassifs. Mais il reste encore un dernier détecteur à évoquer, que vous connaissez, le CMB, ou le fond diffus cosmologique. Alors attendez, je sais ce que vous allez me dire, que c'est un phénomène et pas un détecteur. Alors techniquement, vous avez raison, mais vous n'avez pas idée à quel point le CMB peut apporter des informations. Pour vous et moi, ainsi que le commun des mortels, le CMB, ce sont juste des points rouges, verts ou bleus, qui renseignent si l'univers était chaud ou pas, il y a 13,4 milliards d'années. Mais pour les scientifiques, c'est beaucoup plus que ça. Et il y en a qui essaient d'y encercler des signatures gravitationnelles. Pourquoi ? Parce que si des ondes gravitationnelles primordiales ont été émises dans les toutes premières fractions de secondes après le Big Bang, elles auraient laissé une trace sur cette lumière. Alors pas une trace directe évidemment, mais des petites torsions dans la polarisation du rayonnement. Ce qu'on appelle les modes B. Chercher ces modes B, c'est un des plus gros défis actuels en cosmologie. Et si on les trouve, ce serait la preuve que les ondes gravitationnelles se baladaient déjà quand l'univers avait moins d'une seconde. Et ça nous donnerait des indices sur les théories encore plus fondamentales, comme l'inflation cosmique, ces phases d'expansion ultra rapides juste après le Big Bang. Le problème, c'est que ces signaux sont incroyablement faibles, et qu'ils sont noyés sous des tas d'autres effets, notamment dans la poussière galactique. Mais c'est sur la bonne voie avec des missions comme BICEP, le satellite Planck, ou des projets à venir comme Lightbird. En résumé, on a un véritable arsenal pour écouter le cosmos. Des interféromètres terrestres comme LIGO, Virgo et CAGRA pour les fusions stellaires. Des détecteurs spatiaux comme LISA pour les courants denses cosmiques des trous noirs supermassifs. Les PTA pour les couronnements lointains mesurés à l'échelle galactique. Et enfin, le fond diffus cosmologique pour espérer capter les tout premiers échos de l'univers. Très bien, maintenant qu'on a vu comment on capte les ondes gravitationnelles, ce qu'on écoute avec quels instruments, il est temps de s'attarder sur quelque chose, au départ, qui n'était pas vraiment prévu. Parce que, normalement, quand on regarde un signal d'onde gravitationnelle, il y a un scénario assez classique qui se déroule, du moins dans les détections à haute fréquence avec LIGO, Virgo et CAGRA. Au début, on a ce qu'on appelle la phase spiralante. Deux objets compacts, par exemple des trous noirs, tournent l'un autour de l'autre. À chaque tour, ils se rapprochent, ils accélèrent, et surtout, ils perdent de l'énergie en balançant des ondes gravitationnelles. Plus ils se rapprochent, et plus le signal devient fort, et plus la fréquence monte. Ça fait un son qui grimpe. C'est ce qu'on appelle le chirp. Ensuite arrive le moment tant attendu, la fusion. Les deux trous noirs se rentrent dedans à des vitesses proches de celles de la lumière, dans une dernière spirale infernale. Et là, ils fusionnent pour ne former qu'un seul trou noir, bien plus gros encore. Et là encore, ça balance un pic d'ondes gravitationnelles. Et normalement, juste après, il y a la phase de ring down, ou de relaxation. Le nouveau trou noir qui vient de naître n'est pas parfaitement rond, ni stable. Il est tout déformé à cause de la fusion, un peu comme une cloche qu'on aurait frappé trop fort. Et il va sonner un moment en se réajustant pour retrouver sa forme définitive. C'est cette vibration qu'on capte sous forme d'onde gravitationnelle juste après la fusion. Et puis, en quelques millisecondes, plus rien. Sauf que, il y a quelques fois où les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Des sortes de petits sursauts dans le signal, après le ring down, des mini-secousses, des oscillations qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Elles apparaissaient un peu plus tard, bien après la fusion, et elles semblaient suivre une sorte de rythme particulier. Pas vraiment du bruit, pas vraiment du signal classique non plus. Ces petits trucs, on les a surnommés les échos gravitationnels. Alors pourquoi échos ? Eh bien parce qu'ils ressemblent un peu à ce qui se passe quand tu cries dans une grotte ou dans une caverne. Votre cri frappe les parois, rebondit et revient vers vous. Un peu plus faible, un peu déformé, mais bien là. Eh bien l'idée, c'est que ces ondes gravitationnelles pourraient faire quelque chose d'un peu similaire. Après la fusion, au lieu de juste disparaître, une partie de ces ondes pourrait être renvoyée, réfléchie par quelque chose. Mais par quoi, justement ? Parce que si on suit la relativité générale, un trou noir, c'est censé être un puits sans fond. Une fois que vous franchissez l'horizon, vous ne ressortez plus jamais. Ni vous, ni la lumière, ni les ondes. Donc, il ne devrait rien y avoir à renvoyer. Pourtant, certains modèles théoriques, un peu exotiques, proposent qu'il pourrait exister une sorte de paroi, juste avant l'horizon. Une sorte de zone bizarre, où la physique classique ne marche plus.
peut être liée aux effets quantiques. Et cette zone pourrait hypothétiquement agir un peu comme une sorte de paroi réfléchissante pour certaines zones gravitationnelles. Et là, les échos ne seraient plus des erreurs, ni du bruit dans les détecteurs, mais bien de vrais indices d'une physique encore inconnue. Des traces directes de ce qu'il se passe juste au bord d'un trou noir, dans cette région qu'on appelle souvent l'horizon des événements, là où la gravité devient tellement extrême que les lois qu'on connaît ne suffisent plus. La première fois que ces échos ont été évoqués sérieusement, c'était peu après la détection de la toute première onde gravitationnelle, en 2015. Les chercheurs ont réanalysé les données du signal, celui de la fameuse fusion des deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires. Et ils ont cru repérer ces fameux petits sursauts juste après la phase de Ringdown. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaissait. Et surtout, c'était plus qu'un simple bruit de fond. Évidemment, ça a déclenché un débat énorme. Est-ce qu'on avait vraiment capté un nouveau phénomène ? Ou est-ce que c'était juste un artefact statistique ? Des trucs dus au traitement des données ? Parce que oui, à ces niveaux de sensibilité, le moindre détail compte. Et on peut très vite se faire piéger par des illusions mathématiques. Mais ce n'était pas un cas isolé. Depuis, plusieurs analyses indépendantes ont essayé de retrouver ces échos dans d'autres événements captés par LIGO. Et parfois, ils ont cru voir les mêmes petits signaux. Ces répliques minuscules qui semblent arriver à intervalles réguliers après la fusion. Pas tout le temps, pas sur tous les événements, mais suffisamment souvent pour que la question reste ouverte. Alors, à quoi ressemblent ces échos concrètement ? Eh bien, contrairement aux chirps ou aux ringdown qui ont des formes bien précises, bien modélisées, les échos sont plus discrets, plus irréguliers, plus difficiles à modéliser. Ils ressemblent à des petites vagues qui se répètent, mais de moins en moins fortes, un peu comme si l'espace-temps lui-même vibrait encore un peu, après le passage d'une onde gravitationnelle. Ça ne dure pas longtemps, mais ça ne colle pas avec le modèle classique des trous noirs. Et surtout, ça ne se produit pas n'importe comment. Il semble y avoir un certain délai entre les échos. Un délai qui pourrait correspondre au temps que mettraient les ondes à faire un aller-retour entre l'horizon des événements et cette fameuse paroi hypothétique. Alors bien sûr, on est encore loin d'avoir une preuve solide. Il y a toujours des débats, des recalculs, des nouvelles analyses statistiques. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire d'écho a ouvert un énorme champ de recherche. Parce que si c'est réel, ça veut dire qu'on tient là un des premiers indices indirects de ce qu'on appelle parfois la gravité quantique. Cette théorie qui pourrait un jour réussir à marier la relativité générale et la mécanique quantique, les deux grands piliers de la physique moderne, mais qui pour l'instant refusent de s'associer. Bref, ces échos, c'est peut-être un mirage, un bruit dans les détecteurs, ou alors c'est un message de l'univers, un murmure, du bord des trous noirs. Et franchement, rien que le fait qu'on puisse envisager cette possibilité, c'est déjà complètement fou. Il est temps de se demander ce que ça veut vraiment dire. Parce que si ces échos existent, ce n'est pas encore prouvé, on l'a dit. Ça remet en question un des trucs les plus solides de la physique moderne, le trou noir classique. Quand on parle d'un trou noir, on pense souvent à une sorte d'aspirateur galactique, qui avale tout ce qui passe à portée. Mais en vrai, c'est un peu plus subtil. Un trou noir, c'est avant tout une géométrie particulière de l'espace-temps. Pour faire simple, selon la relativité générale, un trou noir c'est un objet si dense, avec une gravité si énorme, que rien ne peut s'en échapper. Pas la matière, pas la lumière, rien du tout. Et cette géométrie, on peut la décrire avec ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Le rayon de Schwarzschild, c'est la distance à partir du centre d'un objet où la vitesse de libération, donc la vitesse qu'il faut pour s'échapper de la gravité, devient égale à la vitesse de la lumière. Si un objet est assez dense pour que toute sa masse tienne dans cette limite, alors il devient un trou noir. Par exemple, si on compressait la Terre pour qu'elle tienne dans un rayon de moins d'1 centimètre, elle deviendrait un trou noir. Pour le Soleil, il faudrait le réduire à environ 3 km de rayon. Et pour un trou noir stellaire de 30 masses solaires, on parle d'une quinzaine de kilomètres. Au-delà de ce rayon, on est libre. Mais dès qu'on le franchit, on est piégé. L'espace-temps est tellement courbé que toutes les trajectoires, même à la vitesse de la lumière, vont vers le centre. Et au centre, en théorie, il y a la singularité. Un point où la densité est infinie et où les lois de la physique s'arrêtent de fonctionner. Voilà, pour la version classique. Mais justement, c'est ce concept de singularité et d'horizon des événements qui pose problème. Parce qu'en physique, quand on atteint des quantités infinies, c'est souvent le signe que tu as raté quelque chose, que le modèle est incomplet. Parce que par exemple, depuis plusieurs décennies, les physiciens se demandent si cette vision est vraiment complète. Parce que la mécanique quantique, de son côté, déteste l'idée qu'une information puisse disparaître dans un trou noir. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. D'un côté, la relativité dit « tout tombe, plus rien ne sort ». Et de l'autre, la physique quantique dit « l'information ne peut jamais être détruite ». Et là,
on a une contradiction entre les deux théories les plus solides du XXe siècle. Alors, pour essayer de réconcilier les deux, certains chercheurs ont commencé à imaginer des alternatives, des idées un peu folles, des modèles qui repoussent un peu les limites, mais qui respectent à la fois la gravité et la mécanique quantique. Ces idées, elles ont donné naissance à toute une famille d'objets théoriques qu'on appelle les objets compacts exotiques, ou Exotic Compact Objects, les fameux ECOS. Le principe des ECOS, c'est simple sur le papier. Ce sont des objets ultra compacts, presque aussi denses que des trous noirs, mais sans horizon des événements. C'est-à-dire que quand on s'approche de ces objets, on a l'impression de tomber dans un trou noir. Mais en fait, juste avant de franchir ce point de non-retour, il se passe autre chose. Il y a une surface, ou une structure bizarre, un effet quantique étrange qui change la donne. Et ça pourrait tout changer dans la manière dont ils interagissent avec les ondes gravitationnelles. Parmi ces objets exotiques, il y a plusieurs idées qui ressortent souvent. La première, c'est le gravastar, parce que c'est sûrement l'un des concepts les plus accessibles à imaginer. Le mot vient de Gravitational Vacuum Star, donc une étoile de vide gravitationnel. L'idée, c'est qu'au lieu qu'un effondrement gravitationnel mène à une singularité, il pourrait s'arrêter juste avant. Au lieu de former un trou noir classique, la matière s'effondrerait jusqu'à une certaine limite. Puis, la pression du vide quantique prendrait le relais. À l'intérieur d'un gravastar, il y aurait une sorte de bulle d'énergie du vide, une substance bizarre avec une pression négative. Un peu comme ce qu'on pense de l'énergie noire qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Cette énergie aurait la capacité d'empêcher la formation de la singularité. Alors, de cette bulle, il y aurait une coque ultra dense de matière exotique. Et cette coque serait juste à la limite du rayon de Schwarzschild, ou un tout petit peu plus au-dessus. La grande différence avec un trou noir, c'est que le gravastar n'a pas d'horizon des événements. Et si on tombe dessus, au lieu de passer le point de non-retour, on heurte cette surface ultra dense. Et donc, en théorie, les ondes gravitationnelles pourraient rebondir dessus, ce qui expliquerait les fameux échos qu'on recherche. Alors là, on passe à une autre idée encore plus théorique, tirée de la théorie des cordes, qu'on surnomme les fuzzballs. Ce sont des propositions qui viennent de chercheurs qui se sont demandé comment un trou noir pourrait exister sans singularité et sans horizon classique. Dans la théorie des cordes, la matière n'est pas faite de particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. Et selon certaines solutions mathématiques, ces cordes pourraient s'enchevêtrer pour former des sortes de boules de cordes hyper complexes et ultra denses. En gros, les fuzzballs seraient des objets faits non pas de matière classique, mais de cordes quantiques qui s'en mêlent et s'enroulent de façon tellement dense que ça forme une boule ultra compacte. Contrairement au trou noir classique, il y a un horizon propre. La fuzzball serait toute chevelue, pleine de structures complexes qui interagiraient avec leur environnement. La particularité des fuzzballs, c'est qu'elles rempliraient entièrement la région où le trou noir serait censé se former. Pas de vide, pas de singularité et surtout pas d'horizon des événements. Au lieu d'un mur où tout disparaît, il y aurait une surface pleine de structures quantiques qui pourraient interagir avec la matière et les ondes gravitationnelles. Et là encore, ça pourrait générer ces fameux échos, parce que les ondes ne seraient pas absorbées, mais au moins partiellement réfléchies ou réémises. En plus, les fuzzballs pourraient potentiellement résoudre le paradoxe de l'information. Parce que si l'information ne disparaît pas dans une singularité, elles peuvent peut-être rester accrochées à ces structures et s'échapper d'une façon ou d'une autre. Et enfin, on a les bosons stars, ou étoiles de boson. Là, c'est un autre scénario, mais toujours avec le même objectif. Éviter l'horizon des événements. Les bosons, c'est une catégorie de particules qui ont la particularité de pouvoir occuper le même état quantique. C'est ce qui permet, par exemple, d'obtenir des condensats de Bose-Einstein en laboratoire. Si on imagine une particule hypothétique, un boson ultra léger, il pourrait exister des étoiles entières faites de ces particules compactées à l'extrême, grâce à leur comportement collectif. Ces étoiles pourraient être presque aussi denses qu'un trou noir, mais sans horizon. En gros, ces étoiles de boson seraient tellement denses qu'elles pourraient imiter le comportement d'un trou noir, sans pour autant en être un. Elles seraient stables grâce à un équilibre entre leur propre gravité et la pression quantique des bosons. Et pareil, quand une onde gravitationnelle les frappe, elles pourraient être réémises ou réfléchies partiellement. Le point commun entre tous ces objets, c'est qu'ils n'ont pas d'horizon des événements, au sens classique du terme. Et du coup, quand une onde gravitationnelle arrive sur eux, elle pourrait rebondir, être réémise un peu comme une onde sonore sur un mur. Ce qui est incroyable, c'est que si ces objets existent vraiment, ils pourraient expliquer certains des phénomènes étranges qu'on observe, dont les fameux échos. Parce que dans le scénario classique du trou noir, après la fusion, c'est silence radio, plus rien. Mais avec un écho, après la fusion, il pourrait y avoir des petites vagues d'ondes qui ressortent et qui se dissipent petit à petit.
exactement comme ce qu'on croit voir dans les données. Évidemment, on en est encore au stade des hypothèses. On n'a pas de preuve directe de l'existence de ces objets. Mais ce qui est génial, c'est que les ondes gravitationnelles nous offrent une nouvelle façon de tester ces idées. Parce que si un jour on détecte un signal post-fusion qui colle parfaitement avec ce qu'un modèle d'écho prédit là, ce serait énorme. Ça voudrait dire qu'on a peut-être mis la main sur une nouvelle classe d'objets dans l'univers. Parce que ça voudrait dire que le trou noir classique, celui qu'Einstein avait imaginé, n'est peut-être pas le seul possible. Qu'il existe des alternatives, des variantes, des objets encore plus étranges qui seraient la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment à la frontière entre la gravité et la mécanique quantique. Bref, les modèles, aujourd'hui, ils ne servent pas juste à expliquer ce qu'on sait déjà. Ils sont aussi là pour ouvrir des voies, pour oser imaginer des modèles qu'on n'aurait jamais cru possibles. Alors si vous vous en souvenez, j'ai parlé un peu de la précision des détecteurs LIGO ou Virgo, et comment on était sûr de détecter des ondes gravitationnelles par coïncidence. Mais du coup, comment on fait pour être sûr que ce qu'on observe, c'est bien un écho, et pas juste un coup de chance ou du bruit aléatoire? Déjà, ce qu'on recherche, c'est un petit signal qui réapparaît juste au-dessus, après la collision. Juste après que le signal est une forme de chirp, et qui se répète plusieurs fois, un peu plus faible à chaque fois, avec une périodicité, c'est-à-dire un temps régulier entre chaque retour. Plus le rebond se fait proche de l'horizon supposé, plus le délai est court. Et ça, les chercheurs ont les modèles pour calculer à quoi ça devrait ressembler, en fonction du type d'objet qui aurait causé cet écho. En plus de ça, la fréquence du signal devrait se caler sur celle de la vibration finale du trou noir, sur la fréquence du ring down. Sauf que le problème, c'est que ces échos sont censés être super faibles. Ils sont donc noyés dans le bruit de fond des détecteurs. Alors, pour les trouver, il ne faut pas juste tendre l'oreille et espérer les entendre. Il faut passer par des techniques très fines de traitement du signal et d'analyse des données. Les chercheurs utilisent des méthodes statistiques qui consistent à superposer plusieurs fois les données du signal, à les filtrer et à les analyser dans différents domaines, temporels et fréquentiels. Ils cherchent des répétitions, des motifs récurrents. Ils utilisent aussi des tests de signification pour savoir si ce qu'ils voient est vraiment improbable. Parce que dans le flux de données aléatoires, des pics, il y en a toujours. Des pics qui se répètent au bon endroit, au bon moment, avec de la bonne fréquence. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais évidemment, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. La première grosse difficulté, c'est le bruit instrumental. Tous les détecteurs, même les plus perfectionnés, sont pleins de parasites. Des petites vibrations dues à la Terre, des vibrations thermiques, des interférences électroniques. Parfois, ces bruits peuvent faire croire qu'on a capté un signal, alors que c'est juste une fluctuation aléatoire. C'est ce qu'on appelle le bruit de fond. Il est donc important de parfaitement bien le modéliser pour comprendre comment le réduire au maximum. Ensuite, il y a un autre piège, beaucoup plus humain celui-là, le biais de confirmation. Quand on a une théorie en tête, quand tu espères obtenir un truc, t'as tendance à voir ce que tu veux voir, mais sans t'en rendre compte. Notre cerveau nous joue des tours. Et parfois, même les analyses très techniques peuvent être influencées par ce biais. C'est pour ça qu'en science, on est obligé d'avoir des procédures strictes, des tests à l'aveugle et surtout des confirmations indépendantes par d'autres équipes. On est soumis à la rigueur et surtout à la méthode scientifique. Alors comment ça fonctionne grossièrement? En physique, mais en science de manière générale, réaliser plusieurs expériences avec des conditions similaires doit nous donner des résultats similaires. Eh bien, c'est la même chose avec l'analyse. Si on effectue une analyse similaire des données, on est censé obtenir des résultats similaires. Et c'est ce qui est effectué par d'autres équipes pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Et justement, parlons un peu des chercheurs qui se sont lancés dans la chasse aux échos. La première équipe à vraiment faire du bruit avec ça, c'est celle dirigée par un chercheur du nom de Vitor Cardoso. Lui et son équipe ont proposé un modèle théorique qui prévoyait que si des échos existaient, ils devraient apparaître à des temps bien précis, après le signal principal. Et pas longtemps après, un autre chercheur, Jahed Abedi, a affirmé avoir détecté des échos dans les données des premières fusions captées par LIGO. Ça a fait l'effet d'une bombe. Certains ont crié au génie, en disant que c'était peut-être la première preuve qu'on était en train de voir au-delà de l'horizon des événements. D'autres, par contre, ont été beaucoup plus sceptiques. Plusieurs équipes ont repris les mêmes données, ont refait les calculs, parfois avec des méthodes légèrement différentes, et ont obtenu des résultats contradictoires. Certains disent avoir un signal, d'autres non. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, il y a un problème. Donc logiquement, c'est là que le débat a vraiment commencé à s'enflammer. D'un côté, ceux qui pensaient qu'il y avait bien quelque chose, mais qu'on manquait encore de précision pour le prouver. De l'autre, ceux qui disaient que tout ça, c'était juste des effets statistiques, du bruit,
ou des analyses trop optimistes. En fait, le problème, c'est que même si on pense avoir trouvé un écho, on doit prouver que la probabilité que ce soit dû au hasard est extrêmement faible. En physique, on considère que le résultat n'est pas une erreur statistique quand la précision de ce signal est de 5 sigma ou plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, d'un point de vue probabiliste, si la probabilité que le signal soit faux ou incorrect descend en dessous de 1 sur 1 700 000, alors on considère que le signal est véridique, et donc qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Autrement dit, un résultat de 5 sigma est considéré comme une preuve suffisamment solide, qui correspond à environ une chance sur 1 million qu'une découverte soit simplement le résultat de variations aléatoires. Ce résultat de 6 sigma signifie qu'il y a une chance sur 500 millions que la découverte soit un coup de chance. Et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord sur où mettre la barre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune législation officielle de ce 5 sigma. C'est juste plutôt bien accepté, mais rien d'officiel, ou qui fait consensus de manière absolue. Pour certains, c'est déjà assez significatif pour continuer à creuser. Pour d'autres, tant que ce n'est pas incontestable, ça reste juste une curiosité. Et puis, il y a la question du modèle. Parce que, pour chercher un écho, il faut savoir ce qu'on recherche exactement. Or, on ne sait pas exactement à quoi ressemble un gravastar ou un fishbowl. Donc forcément, on fait des hypothèses, et si elles sont fausses, on risque de passer à côté d'un vrai signal. Ou pire, de se persuader d'avoir trouvé quelque chose qui n'existe pas. Bref, aujourd'hui la communauté scientifique est partagée. Certains continuent à chercher, à affiner des méthodes, à attendre d'avoir plus de données, notamment avec les détecteurs encore plus sensibles. D'autres restent prudents, en disant qu'il ne faut pas trop s'emballer et qu'on n'a encore aucune preuve solide. Mais ce qui est sûr, c'est que cette chasse aux échos a lancé un vrai mouvement. Elle a poussé les chercheurs à inventer de nouvelles techniques d'analyse, à mieux comprendre leurs détecteurs et surtout à ouvrir l'esprit sur une idée qui, il y a quelques années encore, aurait été jugée complètement bizarre. Peut-être que dans des dizaines d'années, on se dira que c'était juste une fausse piste. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que la science avance, en cherchant, en se trompant, parfois même beaucoup. Alors maintenant, on va rentrer dans ce que ces fameux échos pourraient vraiment vouloir dire. Parce que si jamais ils existent, si un jour on arrive à prouver qu'ils sont bien réels, et qu'ils viennent bien d'un phénomène physique et pas juste d'un bruit de fond, ce serait une véritable révolution pour la physique. Déjà, la première chose, c'est que ça remettrait sérieusement en question notre vision classique des trous noirs, qui est à l'heure actuelle assez solide. Parce qu'aujourd'hui, on les imagine comme des objets qui suivent parfaitement la relativité générale. Un objet tellement dense qu'il déforme l'espace-temps, au point qu'on ne peut jamais en sortir. Avec cet horizon des événements, cette frontière qui agit comme un point de non-retour. Et ça, c'est censé être propre, lisse, sans surprise. Mais si des échos sont observés, ça veut dire que cette frontière ne serait peut-être pas ce qu'on croit, qu'elle aurait une sorte de texture, ou qu'elle serait pas du tout là. Ça voudrait dire que ce qu'on pensait être un mur parfait, infranchissable, serait en fait une surface réelle. Ce serait un bouleversement parce que la relativité générale, telle qu'on la connaît, n'autorise pas ça du tout. Ce serait un signe que notre théorie, pourtant ultra précise, manque un morceau quelque part. Et ce morceau, c'est peut-être le lien avec le monde quantique. Parce que c'est depuis un siècle qu'on a ces deux grands piliers de la physique. La relativité générale qui explique comment fonctionne la gravité, les planètes, les étoiles, les trous noirs, bref, le très grand, et la mécanique quantique, qui régit les particules, les atomes et les phénomènes du tout petit. Et ces deux-là, elles font bien leur travail chacune de leur côté. Mais dès qu'on essaie de les mélanger, c'est le carnage. Elles sont comme les deux pièces d'un puzzle qui refusent de s'emboîter. Sauf que si un trou noir, qui est censé être l'objet par excellence de la relativité, montre des effets étranges, comme des échos, ça pourrait être le signe qu'il y a de la physique quantique qui se cache juste à côté de l'horizon. Que les lois de l'infiniment petit commencent à se mêler de celles du très grand, précisément à cet endroit critique. Et c'est exactement ce que recherchent les chercheurs qui bossent sur la gravitation quantique. Ils veulent trouver la fameuse théorie qui unifierait ces deux mondes. Et là, on commence à toucher des idées qui, jusqu'ici, paraissaient presque de la science-fiction. Parce que ça pourrait valider des concepts comme la théorie des cordes. Cette idée un peu étrange que toutes les particules et les forces de l'univers ne seraient en fait que des cordes minuscules, qui vibrent à des fréquences différentes. Une théorie qui, en plus, prévoit l'existence de dimensions supplémentaires et d'objets exotiques qu'on n'a jamais vus. Si les échos existent, ça pourrait être la première vraie preuve qu'on touche enfin du doigt à cette théorie. Ça nous ramène aussi à l'un des plus gros mystères des trous noirs, le fameux paradoxe de l'information. J'en avais parlé, mais c'est ce problème soulevé par Hawking qui disait que si un objet tombe dans un trou noir, toute l'information qu'il contient est immédiatement perdue, ce qui viole totalement les lois de la physique quantique. Alors si un trou noir a bien une surface, une structure spéciale,
ou des effets qui génèrent des échos, ça pourrait être un moyen de résoudre ce paradoxe. Peut-être que l'information ne disparaît pas, qu'elle est en quelque sorte encodée sur cette surface mystérieuse, et qu'elle peut même, qui sait, se manifester à travers des échos. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il y a des physiciens qui se demandent si ces échos ne seraient pas la preuve que l'espace-temps lui-même a une sorte de structure fine. Comme si, au lieu d'être parfaitement lisse, il était fait d'une sorte de tissu microscopique. Une trame quantique qui, dans des conditions extrêmes, se révélerait à nous. Ce serait un peu comme si on regardait un écran Ultra HD et qu'un jour, on se rendait compte qu'en s'en approchant suffisamment, on pouvait voir les pixels. Ces échos, ce seraient peut-être les premiers pixels de l'univers qu'on arrive à percevoir. Alors évidemment, tout ça reste pour l'instant de la spéculation. Mais si ces idées se confirment un jour, ce serait l'une des plus grandes révolutions de toute l'histoire de la physique. Ça voudrait dire qu'on a réussi enfin à entrevoir ce qu'il se passe vraiment aux limites de l'espace-temps, là où notre compréhension actuelle s'effondre. On est peut-être sur le point de découvrir une nouvelle théorie fondamentale qui changerait notre vision de la cosmologie, comme la relativité l'a fait il y a un siècle. Bon, maintenant, on va plonger dans la tête des chercheurs et des astrophysiciens parce qu'on va parler d'un truc super important quand on fait de la science. Surtout quand on touche à des sujets aussi sensibles et aussi spéculatifs que les échos des trous noirs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut être très prudent. En science, on ne peut pas affirmer. On ne peut pas être confiant, voire très confiant sur un résultat. Car de la même manière, on ne peut pas affirmer avec grande confiance qu'un résultat est juste. On ne peut pas dire comme ça que tout est faux. Il faut des preuves, et des preuves solides. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, depuis que certains chercheurs ont annoncé avoir trouvé des indices, des échos dans les signaux, des fusions de trous noirs, la communauté scientifique s'est un peu divisée en deux. Il y a des équipes qui disent oui, il y a bien un motif bizarre dans les données, qui ressemble à ce qu'on attendait si des échos existaient. Mais il y a aussi plein de chercheurs qui leur répondent attention, ce que vous voyez, ça peut être juste du bruit de fond mal interprété, ou pire, un biais d'analyse. Par contre, ce qui est bien dans ce genre d'histoire, c'est que les deux équipes des deux camps sont 2 fois plus attentives aux résultats et à leur interprétation. Parce qu'il faut savoir un truc, et c'est super important. Comme vous vous en doutez, les signaux qu'on récupère avec des détecteurs comme LIGO ou Virgo, c'est pas un joli son bien propre. Non, c'est un bazar total. Du bruit stochastique dans lequel on doit aller pêcher, un signal ultra faible perdu au milieu du reste. Et ce bruit, il peut venir de partout, d'un camion qui passe, d'un tremblement de terre, à l'autre bout du monde, d'un petit défaut électronique dans le détecteur, voire même des fluctuations thermiques de la machine. C'est comme détecter le bruit d'une goutte particulière dans un torrent de pluie. Donc forcément, quand on commence à chercher des échos, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf que parfois, la botte de foin elle-même se met à faire semblant d'être une aiguille. Et là, on entre dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc si vous vous attendez à voir vraiment quelque chose, vous risquez de le trouver, même s'il n'existe pas ou n'est pas au bon endroit. Parce que notre cerveau va inconsciemment privilégier les résultats qui vont dans le sens de ce qu'on espère. Et ça, c'est un vrai piège. Par exemple, il y a eu plusieurs analyses qui ont affirmé avoir vu des motifs compatibles avec des échos. Mais quand d'autres équipes ont repris les mêmes données, avec des méthodes légèrement différentes ou avec d'autres réglages de filtrage, ces fameux échos semblaient disparaître. Ou alors, des motifs similaires apparaissaient, même quand on utilisait des données censées ne contenir que du bruit. Et là, forcément, ça calme un peu l'enthousiasme. Ce qui pourrait vouloir dire que c'était juste une illusion statistique, une sorte de mirage numérique. Alors est-ce que ça veut dire que toutes les recherches sur les échos sont à jeter à la poubelle? Alors non, bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent avant de pouvoir confirmer quelque chose. Il y a aussi la question des effets instrumentaux. Parce que les détecteurs, même s'ils sont extrêmement précis, ils restent des machines humaines, donc imparfaites. Ils peuvent avoir des petites instabilités, des résonances internes, des interférences électriques. Et ces imperfections peuvent parfois produire des sortes d'échos fantômes, qui ressemblent à ce qu'on recherche, mais qui ne viennent pas de l'univers. Et le pire, c'est que ces artefacts peuvent glisser pile au moment où on s'attendait à voir un vrai écho. Juste parce que le traitement du signal a été un peu trop optimiste. C'est pour ça que beaucoup de chercheurs, même s'ils trouvent l'idée super intéressante, restent sceptiques. Ils demandent des preuves vraiment solides, des détections répétées sur plusieurs événements dans plusieurs détecteurs, avec des méthodes d'analyse différentes, et sans que ce soit juste un coup de chance statistique. Parce que la règle en science, c'est que si tu veux annoncer une découverte aussi énorme, il faut que ton résultat soit robuste, reproductible, et qu'il résiste à toutes les critiques. Et pour l'instant, il faut être honnête, on n'y est pas encore. Les échos restent une hypothèse fascinante, mais non confirmée. Peut-être qu'un jour, avec les détecteurs plus sensibles, ou des méthodes d'analyse encore plus fiables, on aura une vraie réponse. Peut-être qu'on finira par prouver qu'ils existent vraiment. Ou au contraire,
qu'ils ne sont qu'un mirage mathématique. Mais tant que ce doute existe, les scientifiques font bien de garder la tête froide. Parce que la science, c'est pas fait pour conforter nos rêves ou valider nos espoirs. C'est fait pour comprendre la réalité, même quand elle va à l'encontre de ce qu'on aimerait. Mais à part une analyse de données poussée, comment on peut détecter ce genre d'écho? Eh bien, il n'y a pas 2000 façons de faire. Il faut améliorer encore et encore nos instruments et pousser la technologie plus loin et inventer de nouvelles manières de regarder l'univers. Déjà, on a LIGO, Virgo et Kagra qui continuent de fonctionner. Mais ces détecteurs-là, ils ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent. LIGO par exemple est déjà passé en version A+, qui est une sorte de mise à jour majeure. Ses miroirs, ses lasers, ses systèmes d'isolation contre les vibrations ont été améliorés. L'idée c'est de rendre le détecteur plus sensible sur une plage de fréquences plus large. Et ça veut dire qu'on peut capter des signaux plus faibles, des événements plus lointains, et peut-être même voir des détails dans le signal. Mais les projets vraiment fous, ceux qui font vraiment rêver la communauté, ce sont les détecteurs de la prochaine génération. Il y a l'Einstein Telescope en Europe, qui devrait être un monstre technologique. Il sera construit sous terre pour éviter un maximum de bruit sismique, avec des bras de 10 km de long et des systèmes cryogéniques pour refroidir les miroirs quasiment au zéro absolu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Cosmic Explorer, prévu aux États-Unis avec des bras encore plus longs, 30 ou 40 km. Des machines capables de détecter des fusions de trous noirs à des milliards d'années-lumière, et de capter des signaux qui aujourd'hui sont juste noyés dans le bruit. Avec ces nouveaux détecteurs, on espère non seulement confirmer les observations qu'on a déjà faites, mais aussi aller chercher ces fameux échos, s'ils existent. Parce qu'avec une meilleure sensibilité, on aura moins de faux positifs, moins de bruit parasite, et donc plus de chances de faire la différence entre un vrai phénomène physique et un simple artefact de statistique. Et peut-être aussi qu'on pourra enfin détecter des signaux qu'on n'imaginait même pas. Mais la chasse aux échos, elle se fait pas que dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Les chercheurs explorent aussi d'autres pistes pour tester ce qui se passe autour des trous noirs. Par exemple, il y a le projet Event Horizon Telescope, qui a réussi à prendre la toute première image d'un trou noir, celui de la galaxie M87, et plus récemment celui au centre de notre propre galaxie, Sagittarius à étoiles. Grâce à ces observations, on peut étudier la fameuse ombre du trou noir, cette région sombre entourée par l'émission de matière en rotation. Si jamais un trou noir n'avait pas d'horizon des événements, comme on le pense, ou s'il avait une structure exotique à sa surface, ça pourrait modifier la forme ou la taille de cette ombre. Et ça, c'est un autre moyen de tester si les modèles classiques tiennent vraiment la route. Il y a aussi l'étude des disques d'accrétion, ces structures de gaz et de matière qui tournent autour des trous noirs. En observant précisément la manière dont la matière se comporte juste avant de franchir le point de non-retour, les chercheurs espèrent détecter des indices d'un comportement anormal. Peut-être que la matière interagirait différemment si le trou noir n'était pas exactement ce qu'on croit. Et enfin, il y a la question du rayonnement de Hawking. Alors oui, c'est encore théorique, on ne l'a jamais détecté directement, mais si un jour on parvient à l'observer, ou prouver qu'il existe, ça pourrait nous dire beaucoup de choses sur la nature réelle des trous noirs, et sur la façon dont ils interagissent avec l'espace-temps. Et tout ça, bien sûr, se fait pas dans un coin, chacun dans son labo. Non, aujourd'hui la recherche, c'est un énorme travail d'équipe, à l'échelle mondiale. Il y a des collaborations internationales qui regroupent des centaines, voire des milliers de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens. Les gens qui partagent leurs données, qui comparent leurs analyses, qui débattent, qui vérifient les résultats et d'autres. Des projets comme LIGO, Virgo, Kagra, c'est déjà ça. Mais il y a aussi d'autres collaborations spécifiques qui se forment juste pour étudier ces échos. Des groupes qui se montent autour de l'analyse des données, de la modélisation théorique et de la simulation numérique. Et ce qui est beau, c'est que ça ne s'arrête pas aux frontières. Européens, Américains, Japonais, Chinois, Australiens, tout le monde travaille ensemble. Parce que pour comprendre des phénomènes aussi extrêmes, on a besoin de toute l'intelligence, de toutes les compétences et surtout de toutes les données. Alors oui, aujourd'hui, on n'a pas encore percé le mystère des échos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se donne des moyens d'aller jusqu'au bout. Que ce soit en améliorant les détecteurs, en inventant de nouvelles techniques d'observation ou en poussant la théorie plus loin. Pour finir, on va parler des implications de ces échos dans le domaine de la gravitation quantique. Parce que si un jour on arrive à prouver qu'ils existent vraiment, ça pourrait changer notre compréhension de l'univers. Et ça aurait un impact pas seulement sur les trous noirs. Ça pourrait nous donner des indices sur un des plus gros mystères de la physique moderne. Celui qui empêche des chercheurs de dormir depuis des décennies. Ce mystère, c'est comment faire tenir ensemble la relativité générale et la mécanique quantique. Parce qu'à ce jour, comme je vous l'ai dit, ces deux théories sont incompatibles. C'est là qu'arrive la gravitation quantique. Ce serait une théorie qui unifierait ces deux mondes, qui dirait comment fonctionne vraiment l'espace-temps quand on regarde à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Mais pour l'instant, cette théorie, on ne l'a pas. On a des pistes, des idées, des modèles, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. Des concepts où l'espace-temps lui-même serait granuleux, ou fait de sortes de bulles minuscules, ce qu'on appelle parfois la mousse quantique. Mais toutes ces idées restent encore très théoriques, parce qu'on n'a jamais réussi à observer directement un phénomène qui trahirait la présence de cette gravité quantique. Et c'est là que les échos pourraient entrer en jeu, parce que si jamais ces fameux échos ne viennent pas d'un simple bug dans nos détecteurs, ni d'un bruit de fond, mais bel et bien d'une propriété réelle des trous noirs, alors ce serait peut-être le premier signal concret, le premier indice observable d'un phénomène lié à la gravité quantique. Ces échos pourraient être causés par des effets qu'on ne comprend pas encore, des effets liés à la structure même de l'espace-temps ou à des propriétés exotiques des objets ultra compacts. Et ça, ce serait énorme. Mais les échos, c'est qu'une des nombreuses pistes. Les chercheurs cherchent aussi ailleurs. Par exemple en étudiant les superpositions d'états, un concept typiquement quantique où une particule peut se trouver dans plusieurs états en même temps. Et certains pensent que l'espace-temps lui-même pourrait avoir ce genre de comportement, une sorte de bouillonnement permanent de l'espace-temps à très petite échelle. Tous ces phénomènes restent pour l'instant invisibles. Mais si on les détectait un jour, ce serait un pas énorme vers cette fameuse théorie de la gravité quantique. Et si jamais les échos sont bien liés à la gravité quantique, alors ça ouvrirait aussi des questions sur l'origine de l'univers. Parce qu'on pense que, juste après le Big Bang, l'univers était dans un état où les lois de la gravité quantique dominaient tout. Comprendre comment ça fonctionne, ça pourrait nous donner des indices sur ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou sur les conditions exactes qui ont mené à la naissance de l'univers. Peut-être même qu'on pourrait mieux comprendre ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, ces hypothétiques mini-trous noirs qui se seraient formés juste après le Big Bang. Certains pensent qu'ils pourraient même expliquer une partie de la matière noire. Alors évidemment, pour l'instant, tout ça reste très spéculatif. Mais c'est exactement pour ça que la recherche sur les échos est si importante. Parce que si jamais on arrive à prouver qu'ils existent, et surtout à comprendre leur origine, on pourrait enfin commencer à percer ce mystère immense, qui plane au-dessus de la physique moderne. On pourrait enfin avoir une première fenêtre ouverte sur le monde de la gravité quantique. Un domaine où, jusque-là, on n'avait que des équations, des théories et aucun indice concret. Et si ça arrive, ça pourrait être aussi important que la découverte de la relativité ou de la mécanique quantique au siècle dernier. Bref, ce serait pas juste un petit détail astrophysique, ce serait un des plus grands tournants de l'histoire de la science. Mais pour ça, il va falloir encore beaucoup de patience, de rigueur et surtout, garder les yeux grands ouverts. Alors pour résumer simplement, les échos gravitationnels, ce sont ces petits signaux qui pourraient apparaître juste après la fusion de deux objets ultra compacts, les trous noirs. Des espèces de rebonds très faibles qui ressemblent un peu à des ondes qui se répercuteraient dans l'espace-temps, comme un écho sonore dans une caverne. Sauf que là, on parle d'échos qui viendraient peut-être d'une structure particulière à la surface d'un objet ultra dense, ou même de propriétés de l'espace-temps qu'on ne connaît pas encore. Ils fascinent les physiciens parce qu'ils ouvrent la porte à des questions énormes. Est-ce que les trous noirs sont bien ce qu'on croit depuis un siècle ? Est-ce qu'il existe des objets encore plus étranges ? Et surtout, est-ce qu'on est enfin en train de voir des indices de la gravitation quantique, ce fameux lien entre relativité générale et mécanique quantique qu'on cherche désespérément. Les échos, c'est peut-être juste un bruit de fond, un bug dans nos détecteurs. Mais si jamais ils sont réels, alors on tient peut-être un des premiers messages venus des endroits les plus lointains de l'univers. Et rien que cette possibilité suffit à donner envie aux chercheurs de chercher encore plus loin. Ce qui fascine les scientifiques, c'est tout ce qu'on peut apprendre avec ces ondes. Chaque signal est comme une signature, un enregistrement brut de ce qui s'est passé dans un coin reculé de l'univers. En analysant les variations, la fréquence, l'amplitude du signal, on peut reconstituer la masse des objets, leur distance, leur vitesse, leur spin. On peut même savoir s'ils étaient parfaitement sphériques ou légèrement déformés. Et comme les ondes gravitationnelles ne sont pas perturbées par la matière, on peut regarder au cœur des événements les plus denses, là où la lumière ne passe plus. Et c'est là que naît l'astronomie multimessager. L'idée, c'est d'observer un même événement sous plusieurs angles. D'un côté, on a la lumière qui nous donne une image. De l'autre, les ondes gravitationnelles qui nous donnent le son. Mais il y a aussi les neutrinos qui nous donnent les détails. Et c'est ce qu'on a vu en 2017 avec la fusion de deux étoiles à neutrons. Les observations gravitationnelles ont capté le signal. Puis les télescopes ont repéré une lumière émise dans tout le spectre, des rayons gamma jusqu'aux ondes radio. Pour la première fois, on avait à la fois l'image et le son d'un événement cosmique. Et grâce à ça, on a pu confirmer que ces fusions produisent des éléments lourds, comme l'or ou le platine. Ce genre de découverte n'était pas possible avant.
C'est ça la révolution des ondes gravitationnelles. Et c'est que le début. Parce qu'on pense qu'elles peuvent aussi nous raconter des choses sur l'univers très jeune. Juste après le Big Bang, il n'y avait pas encore de lumière. L'univers était opaque. Mais les ondes gravitationnelles, elles, ont pu s'échapper car, comme on l'a vu, elles n'interagissent pas avec la lumière. Et si on arrive un jour à capter ces échos très anciens, on pourra peut-être observer les tout premiers instants de l'univers. On pourra remonter avant les étoiles, avant les galaxies, avant la lumière. En gros, les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle oreille portée sur le cosmos. Une oreille sensible aux cataclysmes, aux tremblements de l'univers, aux fusions des objets les plus extrêmes. Et ce qu'on entend avec, c'est parfois bien plus riche que ce qu'on voit avec la lumière. C'est une nouvelle façon de faire la science. Et c'est peut-être ça la clé pour unifier notre compréhension de la gravité, de la matière, de l'espace et du temps. Bon, c'est bien beau de parler d'ondes gravitationnelles, de types de signaux, etc. Mais concrètement, comment elles ont pu changer notre approche avec l'univers? Eh bien, pendant très longtemps, en fait, depuis que les humains lèvent les yeux vers le ciel, on a observé l'univers avec la lumière. C'est tout ce qu'on avait. La lumière visible, celle qu'on voit avec nos yeux, c'était notre seul outil. Et même quand on a inventé les télescopes, des satellites, des capteurs plus précis, on est resté dans ce qu'on appelle l'astronomie électromagnétique. On a juste élargi la gamme. On a ajouté les infrarouges, les rayons X, les ondes radio. Mais au fond, on faisait toujours la même chose. On regardait comment la matière émettait de la lumière, ou comment elle la bloquait, ou comment elle la déviait. Et ça a très bien marché. Grâce à ça, on a découvert les galaxies, les quasars, les pulsars, les trous noirs. On a cartographié le fond diffus cosmologique, on a compris la composition des étoiles, la vitesse d'expansion de l'univers, la structure du cosmos à grande échelle. Et c'est un outil puissant, mais aussi, quelque part, un outil limité. Parce que la lumière, comme on l'a vu, même si elle traverse l'espace, elle ne traverse pas tout. Elle interagit avec son environnement. Elle ne pénètre pas les événements les plus extrêmes. Et elle ne nous dit rien de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Parce que, durant une fusion de trous noirs, il n'y a aucune onde électromagnétique qui est émise. Aucun photon. Rien. Juste la matière qui s'effondre sur elle-même et l'espace qui se met à onduler. Et tant qu'on n'avait que des télescopes pour observer le ciel, ce genre d'événements restait totalement invisible. On ne savait même pas qu'ils étaient en train de se produire. Mais maintenant, on a changé de registre. On n'écoute plus seulement l'univers lumineux. On écoute aussi l'univers vibrant. Et ça, c'est une révolution. Chaque événement extrême dans l'univers, chaque fusion, chaque effondrement, chaque déformation violente va laisser une trace dans le tissu de l'espace-temps. Il faut bien se dire qu'on n'est plus en train de regarder une scène depuis l'extérieur. On ressent directement ce qui s'y passe. Et ce que ça nous révèle, c'est un univers beaucoup plus intense, plus chaotique, plus vivant que ce qu'on croyait. Prenons un exemple. Une supernova. Quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose. Parce que ça, on le savait déjà. On avait observé la lumière de ces explosions. Parfois, elles illuminent une galaxie entière. Mais ce que la lumière ne montre pas, c'est comment se passe l'effondrement du cœur de l'étoile, à l'intérieur. Ce moment précis où la gravité devient si forte que tout s'écrase en quelques millisecondes. Et bien ce moment-là, c'est justement là où les ondes gravitationnelles prennent le relais. Elles nous donnent accès à l'intérieur de la supernova, là où la lumière ne peut pas sortir. Elles nous racontent ce qui se passe au centre, dans le noyau. Est-ce que ça forme une étoile à neutrons, un trou noir? Est-ce que le cœur rebondit ou s'écroule d'un coup? C'est ce genre de questions que seule la gravité peut nous donner. Parce que c'est elle, la vraie actrice dans ces moments-là. Et c'est pareil pour les collisions d'étoiles à neutrons. Quand deux étoiles mortes se mettent à spiraler l'une autour de l'autre pendant des millions d'années, avant de se heurter à des vitesses incroyables, ça produit un signal gravitationnel ultra précis, qui nous donne leur masse, leur distance, leur nature. Et si en plus cette collision émet un flash de lumière, comme ce fut le cas en 2017, alors là, on peut croiser les deux informations. On a la lumière et on a la gravité. Et ça, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, ça fait partie de l'astronomie multimessager. C'est l'avenir de l'astrophysique. Parce qu'en combinant les différentes façons d'observer un même événement, on peut tout comprendre. Sa dynamique, son énergie, ses conséquences. Mais ce que les ondes gravitationnelles changent aussi, c'est notre capacité à explorer des régions complètement inaccessibles autrement. Imagine une galaxie très lointaine. On voit peut-être sa lumière, mais on ne sait rien de ce qui se passe dans son noyau. Pourtant, à l'intérieur, deux trous noirs supermassifs sont peut-être en train de se rapprocher. Une fusion titanesque qui va durer des millions d'années en émettant un signal de basse fréquence. Ce signal, Lisa pourra le capter. Il nous dira que ces deux monstres existent, qu'ils dansent l'un autour de l'autre, qu'ils se préparent à fusionner. Et ce n'est pas juste une question d'observation, c'est aussi une question de test de la physique. Parce que les ondes gravitationnelles, en traversant le cosmos sans être déformées, nous permettent de tester la relativité générale à des distances énormes,
dans des champs gravitationnels extrêmes. Elles nous disent si Einstein avait encore raison ou s'il faut aller plus loin, si la gravité se comporte différemment à grande échelle, si elle cache une autre force ou une autre particule. Et si un jour on capte un signal qui ne colle pas au modèle, qui n'a pas la forme attendue, qui vibre autrement, alors là, ce sera peut-être le signe d'une nouvelle physique, une onde gravitationnelle issue d'un objet encore inconnu, ou d'un phénomène qui s'est produit dans les toutes premières secondes de l'univers. Tout ça, ça fait que l'univers qu'on découvre grâce aux ondes gravitationnelles est un univers beaucoup plus vivant. Il ne se contente plus d'émettre de la lumière de surface. C'est un univers où les événements les plus importants sont aussi les plus discrets, où les instants les plus violents ne laissent aucune lumière, mais font trembler l'espace-temps lui-même. Et maintenant, on commence à les entendre. Et plus on les entend, et plus on se rend compte qu'il y a une partie du cosmos qu'on avait complètement ratée. On pensait que l'univers était calme, équilibré, rempli de galaxies paisibles. Mais en fait, c'est un champ de bataille géant où les étoiles meurent dans des explosions titanesques, où les trous noirs fusionnent dans des convulsions silencieuses, où des masses énormes s'effondrent. Et pourtant, c'est dans ce chaos que se cache l'information la plus précieuse, celle de la nature profonde de l'espace-temps, sur l'évolution des galaxies, sur les lois fondamentales qui gouvernent la réalité, et peut-être sur ce qu'il y avait avant le Big Bang. En fait, ce que les ondes gravitationnelles changent, c'est notre manière d'exister en tant qu'observateur. On n'est plus de simples spectateurs qui regardent de loin. On est devenus des écouteurs du cosmos. Et ça, c'est une bascule totale. Une révolution tranquille, mais irréversible. L'univers ne nous apparaît plus comme une image silencieuse. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on est au tout début. Plus tôt, j'ai parlé de l'événement 150914, qui est la première fusion de trous noirs détectés. Et il faut savoir que cet événement est assez particulier. Parce qu'avant ça, les trous noirs qu'on connaissait dans cette gamme-là, on les avait vus que dans des systèmes binaires en X, avec des étoiles normales qui tournent autour. Et dans ces cas-là, ils étaient plus petits, plutôt autour de 10 masses solaires. Mais là, on tombait direct sur des monstres de 2 à 3 fois plus lourds que ceux qu'on connaissait. Et encore plus étonnant, ils tournaient vite. Ils étaient compacts, et ils ne faisaient aucune lumière. Bref, ils étaient invisibles autrement que la gravité. Et donc, on les aurait jamais trouvés sans les ondes gravitationnelles. Cette première détection, c'est déjà un signe que les trous noirs sont peut-être beaucoup plus nombreux et plus variés qu'on le pensait. Qu'ils peuvent exister en dehors des systèmes binaires lumineux, qu'ils peuvent fusionner dans le noir complet, et que l'univers est probablement rempli de ce genre d'objets, planqués dans les recoins. Et ça s'est confirmé très vite. Dès 2017, on a vu un autre type d'événement. La fusion de deux étoiles à neutrons appelées GW 170817. Là encore, énorme surprise. Déjà parce que le signal gravitationnel était plus long, plus complexe, mais surtout, cette fois, on a aussi vu de la lumière. Une onde gravitationnelle détectée par LIGO et Virgo, puis une lumière gamma captée 2 secondes plus tard, puis une lueur visible quelques heures plus tard. Et pendant plusieurs jours, des dizaines de télescopes ont pu suivre l'événement. Ce qu'on a vu, c'était la première preuve claire que la fusion d'étoiles à neutrons produit de l'or, du platine et du néodyme. Tous ces éléments lourds qu'on retrouve sur Terre viennent, sans doute, de ce genre d'explosion. Donc, en une seule observation, on avait une nouvelle confirmation que les ondes gravitationnelles fonctionnent. Un lien clair entre fusion d'étoiles à neutrons et rayons gamma. Une preuve d'où viennent certains éléments chimiques sur Terre. Pas mal pour lancer le signal. Depuis, on en a détecté des dizaines. La plupart sont des fusions de trous noirs, parfois petits, parfois plus gros. On a même eu un événement étonnant en 2019, la fusion d'un trou noir avec un objet de 2,6 masses solaires. Et là, gros mystère, parce qu'on pense que les étoiles à neutrons ne peuvent pas dépasser 2,2 ou 2,3 masses solaires. Au-delà, elles s'effondrent en un trou noir. Et les trous noirs connus commencent plutôt à partir de 5 masses solaires. Donc ce signal tombait dans une zone étrange entre les deux. C'est ce qu'on appelle le mass gap, littéralement le vide de masse. Une zone où on ne devrait trouver ni étoile à neutrons, ni trou noir. Mais qu'est-ce que c'était? Une étoile à neutrons ultra dense? Un mini trou noir qu'on n'avait jamais observé? Ou encore un objet inconnu? Entre les deux, on n'en sait rien. Mais ce genre de détection, c'est typiquement le genre de truc qui remet en cause nos modèles. Parce que cette zone interdite, elle vient de la physique nucléaire. Autre exemple important, les trous noirs de masse intermédiaire. Ceux-là, on les cherche depuis longtemps. On connaît les trous noirs stellaires qui naissent de la mort des étoiles entre 5 et 50 masses solaires, et on connaît les trous noirs supermassifs qui se cachent au cœur des galaxies, avec des millions ou des milliards de masses solaires. Mais entre les deux, on avait très peu de preuves. Pas de détection claire, pas d'objet identifié. Et puis, un jour, en 2020, on capte un signal appelé GW 190521. Deux trous noirs de 66 et 85 masses solaires
fusionnent pour en former un de 142. C'est le premier candidat crédible pour un trou noir de masse intermédiaire, parce que ces objets pourraient être le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires et supermassifs. Peut-être qu'ils sont les briques de construction des noyaux galactiques. Peut-être que les supermassifs sont formés en fusionnant des dizaines de ces objets intermédiaires. Mais jusqu'ici, on n'avait aucune preuve directe. Et là, on commence à en voir, grâce aux ondes gravitationnelles. Mais évidemment, tout ça a ses limites. On n'est pas encore capable d'observer tout ce qu'on voudrait. Le réseau LIGO-Virgo-Cagra, aussi puissant soit-il, reste sensible à une gamme précise de fréquences. Et donc, à certains types d'objets. Comme je l'ai dit, principalement les systèmes binaires avec des masses de quelques dizaines de masses solaires, qui fusionnent dans les dernières secondes de leur vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut ni détecter des objets très petits, comme des étoiles à neutrons qui tournent seules, ni des objets très massifs, comme des trous noirs supermassifs qui mettent des siècles à fusionner, ni les signaux très faibles ou très longs. Et même pour les fusions classiques, la précision est encore limitée. On connaît la masse, mais pas toujours la rotation avec précision. On devine la distance avec une grosse incertitude. Et parfois, on capte un signal bizarre, mais pas assez clair pour conclure quoi que ce soit. En plus, le réseau LVK n'est pas actif en permanence. Il fonctionne par run d'observation, entrecoupé de longues périodes de maintenance ou d'amélioration. Et puis la détection dépend aussi beaucoup du bruit, des petits tremblements de terre, du trafic routier, des vibrations locales. Tout ça peut masquer un signal ou le rendre illisible. Donc pour l'instant, on n'a qu'un échantillon partiel de tout ce qui se passe dans l'univers. On capte juste les événements les plus forts, les plus proches et les plus rapides. Mais c'est déjà énorme. Parce que rien que ces dizaines de détections ont permis de découvrir des objets qu'on ne connaissait pas, confirmer des théories vieilles de 100 ans, poser des questions qu'on ne s'était jamais posées. Et surtout, elles ont ouvert la voie à tout ce qui vient après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sondes gravitationnelles sont un outil en construction. On n'est pas encore dans la version finale. On est dans une phase un peu comparable à l'astronomie optique du XVIIe siècle. On a les premières lunettes, on voit quelques étoiles floues, et déjà, on découvre des trucs qui changent tout. Mais dans quelques années, avec l'ISA, avec des réseaux plus larges, avec des détecteurs plus précis, avec l'IA pour trier les signaux, on va probablement entrer dans une nouvelle ère d'observation du cosmos. Et cette fois, on n'aura plus juste des images. On aura des vibrations, des fréquences, des signaux gravitationnels, des histoires racontées non plus par la lumière, mais par la structure même de l'univers. L'événement JW231123, ce n'est pas juste une collision spectaculaire entre deux trous noirs, c'est aussi une remise en question sur nos théories actuelles. Jusqu'ici, les lois de l'évolution stellaire, celles qui décrivent la vie et la mort des étoiles massives, posaient une limite claire, un peu comme une zone interdite. Elles suggèrent que les trous noirs, dont la masse est comprise entre 60 et 130 masses solaires environ, devraient être rares, voire même inexistants. Pourquoi ? Parce qu'au-delà d'une certaine masse, les étoiles ne meurent pas en formant un trou noir. Elles explosent autrement, elles se disloquent. Par un phénomène rare et violent, l'instabilité de paire. Ce processus explique que les photons très énergétiques à l'intérieur de l'étoile se transforment en paires de particules, des électrons et des positrons. Ce changement modifie la pression interne, déstabilise l'étoile et provoque une explosion qui peut la déchirer entièrement, ou l'amputer d'une bonne partie de sa masse. Résultat, pas de formation de trou noir lourd. C'est ce mécanisme qui crée ce fameux gap de masse. Et pourtant, GW231123 vient de nous prouver le contraire. Les masses estimées entre les deux trous noirs qui ont fusionné sont précisément dans cette zone-là. Et leur produit final, un monstre de 225 masses solaires, ne rentre pas dans les cases. Alors, d'où viennent-ils ? Comment expliquer ce poids et ce spin extrême ? Cette vitesse de rotation presque à la limite du possible. C'est là qu'une hypothèse entre en jeu. Ces deux trous noirs ne seraient pas des trous noirs primaires, formés directement par l'effondrement d'étoiles. Non, ils seraient peut-être le résultat de fusions précédentes, des trous noirs issus de trous noirs. Une hiérarchie de fusion comme des poupées russes gravitationnelles. Cette idée n'est pas nouvelle, mais GW231123 la rend soudainement très concrète. Elle explique que ces objets évolueraient dans un environnement astrophysique dense, comme un amas d'étoiles très compact ou le cœur actif d'une galaxie. Des endroits où les trous noirs ne sont pas isolés, mais nombreux, agités, en perpétuel mouvement les uns autour des autres. Dans ces lieux extrêmes, les collisions ne sont pas des accidents rares. Et ce genre d'environnement favorise des orbites excentriques, des trajectoires allongées non circulaires, où deux trous noirs peuvent se croiser, s'attirer violemment et fusionner bien avant de s'être stabilisés sur une spirale classique. Mais il y a un problème. Les modèles actuels de détection ne prennent pas en compte ce genre d'orbite. Ils sont calibrés pour des fusions en spirale, lentes et régulières,
où les ondes gravitationnelles suivent une signature bien connue. Mais si l'orbite est trop excentrique, alors la forme de l'onde gravitationnelle change complètement. Et là, c'est le brouillard, parce qu'on n'a pas encore d'outils numériques pour modéliser ça concrètement. Il y a d'autres pistes évidemment, certaines hypothèses évoquent une lentille gravitationnelle, c'est-à-dire un objet massif entre la source et nous, qui aurait déformé et amplifié le signal. Mais la probabilité reste faible comparée au scénario de la hiérarchie de fusion. Mais si des objets dans cette fameuse zone interdite peuvent apparaître régulièrement, alors nos catalogues de fusion doivent être revus et nos modèles d'évolution stellaire corrigés. Ce type de détection impacte aussi la conception des futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme LISA, qui sera lancé dans l'espace dans la décennie à suivre, avec une sensibilité accrue, une capacité à capter des signaux plus lointains et plus subtils. Ce genre de mission pourra peut-être résoudre les mystères laissés en suspens par GW23-1123. GW23-1123 n'est pas juste une anomalie fascinante dans un catalogue, c'est une preuve que l'univers parle encore. Mais pas avec de la lumière, pas avec des nuages, avec des ondes, des murmures gravitationnels que nous commençons à peine à entendre. Pendant des siècles, on a observé des étoiles, des galaxies, des nébuleuses, mais tout ce qui n'émettait pas de lumière restait invisible, inaudible, mystérieux. Aujourd'hui, grâce aux ondes gravitationnelles, nous entendons ce qui se passe dans le noir. Nous découvrons un univers caché, fait de fusion, de chaos, de trajectoires déformées et d'objets extrêmes. GW23-1123 nous montre que cette nouvelle ère ne fait que commencer, et qu'à chaque détection, c'est une nouvelle page inconnue de l'histoire cosmique qui s'ouvre, et que bien souvent, ces pages contredisent nos théories. Elles bouleversent, elles dérangent. Mais c'est comme ça que la science avance. Ce signal, aussi bref soit-il, nous pousse à revoir la façon dont on pense les trous noirs, leur formation, leur environnement, leur comportement. Il nous oblige à repenser nos modèles, nos détecteurs, nos attentes, et à capter que même dans un ciel que l'on croyait silencieux, le cosmos a encore des choses à nous dire. Bon, à la base, l'idée que la lumière puisse être prisonnière de la gravité ne date pas d'Einstein. Elle est bien plus ancienne. Elle remonte au XVIIIe siècle, à une époque où l'on commençait à peine à comprendre ce qu'était la lumière. En 1784, un physicien britannique, John Michell, a une intuition assez incroyable pour son temps. Il se dit que si une étoile était suffisamment massive, alors la gravité à sa surface serait si forte qu'aucune lumière ne pourrait s'en échapper. Parce qu'à l'époque, on pouvait imaginer que la lumière avait une sorte de masse effective, qui dépendait de son énergie, ou autrement dit, de sa couleur. Et bien du coup, si la lumière ne peut pas s'échapper de cette étoile, l'astre deviendrait invisible. Michell l'appelle alors une étoile noire. C'est une simple idée lancée comme une hypothèse, une supposition, mais elle a tout ce qu'il faut pour poser les bases d'un concept qui mettra 2 siècles à évoluer. Quelques années plus tard, le mathématicien et astronome français Pierre-Simon Laplace arrive à la même conclusion. Lui aussi envisage qu'une étoile puisse être si dense que la vitesse nécessaire pour échapper à sa gravité dépasserait celle de la lumière. Il en parle dans ses écrits, puis abandonne l'idée. À l'époque, la lumière est encore perçue comme une particule, une sorte de matière subtile. La relativité n'existe pas, la mécanique quantique non plus. Alors forcément, l'idée semble trop étrange. Donc on l'oublie, on la laisse de côté. Il faut attendre 1915 pour que quelque chose de fondamental change. Cette année-là, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale. Une nouvelle manière de penser la gravité. Ce n'est plus une force, c'est la courbure de l'espace-temps. Et l'année suivante, en pleine guerre mondiale, un physicien allemand, Karl Schwarzschild, mourant sur le champ de bataille, trouve une solution exacte aux équations d'Einstein. Il décrit ce qui se passe quand une masse énorme est concentrée dans une toute petite région. Il découvre ce qu'on appellera plus tard l'horizon des événements. Une frontière mathématique au-delà de laquelle plus rien, pas même la lumière, ne peut en revenir. Mais là encore, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Cette solution paraît étrange, presque trop parfaite, même si elle est conforme aux équations, mais elle semble irréelle. Pendant des années, les physiciens vont la considérer comme une curiosité mathématique, sans réalité physique. Une sorte de jeu d'équations qui ne se trouve pas dans le vrai univers. On parle de singularité, mais personne ne sait quoi en faire. C'est une anomalie, une bizarrerie. Puis, lentement, la situation change. Dans les années 1930, un jeune physicien indien du nom de Subrahmanyan Chandrasekhar montre lorsqu'une étoile dépasse une certaine masse, elle ne peut pas s'effondrer en naine blanche. Elle devient alors instable.
Son travail est d'abord rejeté, contesté, même par des figures comme Eddington. Mais il a raison, et son résultat va ouvrir la voie à une nouvelle compréhension des fins de vie des étoiles. Dans les décennies suivantes, d'autres grands noms s'attaquent à la question. Stephen Hawking qui introduit la thermodynamique dans le monde des trous noirs et montre qu'ils peuvent, en théorie, s'évaporer lentement en rayonnement. L'idée du trou noir devient de plus en plus crédible. Elle se solidifie et gagne en cohérence. Et surtout, elle s'ancre dans le réel, parce que l'univers commence à en révéler des traces. Au milieu du XXe siècle, les astronomes détectent des sources lumineuses étranges dans le ciel. Des quasars. Des objets lointains, brillants, alimentés par des disques de matière chauffés à des températures extrêmes. En étudiant ces phénomènes, on comprend qu'au centre de nombreuses galaxies se trouve une masse invisible, compacte, gigantesque. Quelque chose qui attire, qui compresse et qui fait tourner des étoiles à des vitesses folles. On parle alors de trous noirs supermassifs. Mais tout ce que l'on voit, ce sont des indices indirects. Des effets gravitationnels, des mouvements d'étoiles, des jets de matière qui jaillissent de noyaux galactiques. On ne voit jamais le trou noir lui-même. On en devine la présence à travers ses conséquences. C'est comme si on observait un animal invisible à travers les traces qu'il laisse dans la neige. Puis arrive un moment charnière. En 2019, la première image d'un trou noir est rendue publique. Elle montre l'ombre du monstre au centre de la galaxie M87. Alors c'est pas une photo au sens classique du terme, mais une reconstitution à partir des données collectées par un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète. Une silhouette floue, entourée d'un anneau de feu. Et en 2022, une deuxième image, cette fois de Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif, au centre de notre propre galaxie. Ce sont des avancées majeures et elles ont une chose en commun. Elles ne montrent jamais l'intérieur. Ce qui est logique parce que le trou noir est par définition noir. Mais c'est tout ce qu'on voit, l'extérieur, l'environnement immédiat, la matière qui tourbillonne autour, chauffée à blanc, l'ombre projetée par une gravité extrême, le halo d'un vide, mais pas le vide lui-même. Parce qu'il y a au-delà, le cœur reste inaccessible, invisible, hypothétique. Et c'est précisément là, dans ce flou, que s'ouvre la porte d'autres possibilités, comme celle des gravastars. Mais pour bien comprendre la suite, on va continuer à parler des trous noirs, ou du moins, des étoiles qui leur donnent naissance. Parce qu'au fond, une étoile, c'est un équilibre, une sorte de bras de fer titanesque entre deux forces fondamentales. D'un côté, la gravité, qui veut tout faire s'écrouler vers le centre, et de l'autre, la pression de radiation, qu'on appelle aussi la force de pression radiative. Cette énergie dégagée par les réactions nucléaires dans le cœur, qui pousse vers l'extérieur comme une explosion, qui dure depuis la naissance de l'étoile. Tant que le carburant est là, tant que l'étoile brûle de l'hydrogène en fusion pour le transformer en hélium, puis en élément plus lourd, elle tient bon. Elle reste stable, elle brille, elle vit. Mais une étoile ne vit pas éternellement. Et sa mort, c'est une histoire de masse. Les petites étoiles comme notre Soleil finissent plutôt bien. Elles s'éteignent lentement en laissant derrière elles une enveloppe de gaz coloré qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et au centre, il reste une naine blanche, un cadavre stellaire dense, chaud, à peu près la taille de la Terre, mais 1000 fois plus massif. Elle ne brille plus par fusion, seulement par la chaleur qu'elle a accumulée pendant sa vie. Mais si on monte en masse, l'histoire change. Les étoiles plus lourdes s'effondrent bien plus violemment. Quand elles ont épuisé leur carburant, elles n'ont plus rien pour lutter contre la gravité. Le cœur se contracte à toute vitesse, la température grimpe à des milliards de degrés et les électrons sont littéralement écrasés dans les protons. Ils fusionnent alors pour former des neutrons. Ce processus provoque une onde de choc qui fait exploser l'étoile en supernova, laissant derrière elle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est globalement un monstre compact. Une boule de matière où les atomes ont été tellement compressés qu'il ne reste plus que des neutrons. Un objet de la taille d'une ville, mais avec une masse équivalente à celle du Soleil. On ne peut pas vraiment se représenter ce genre de densité. Une cuillère à café de cette matière pèserait des milliards de tonnes. C'est à la fois fascinant et complètement flippant. Et parfois, même cette densité extrême ne suffit pas. Certaines étoiles sont trop massives, trop lourdes, trop instables. Dans ces cas-là, ni la pression thermique, ni la pression de dégénérescence des neutrons ne peuvent contenir l'effondrement.
la gravité gagne. Et selon notre compréhension actuelle, l'étoile s'effondre, sans fin, jusqu'à former un trou noir. Un objet dont l'intérieur défie toutes nos lois de la physique. Une singularité. Un point sans dimension, sans volume, mais avec une masse énorme. Entouré d'un horizon des événements. Une frontière invisible qui marque le point de non-retour. C'est ce qu'on pense. C'est ce que la majorité des modèles décrivent. Une étoile meurt, et selon sa masse, elle devient soit une naine blanche, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. 3 issues possibles, 3 fins. Mais si la nature avait glissé une autre possibilité, quelque chose qu'on aurait négligé ou qu'on aurait classé trop vite. Et si certaines étoiles très massives, au lieu de s'effondrer jusqu'à une singularité, donnaient naissance à autre chose. Un objet tout aussi dense, tout aussi compact, mais sans singularité, sans point de non-retour, sans destruction d'informations. Un objet qui aurait l'air d'un trou noir, qui se comporterait presque comme tel, mais qui à l'intérieur serait totalement différent. Et c'est là qu'on commence l'histoire des gravastars. Là, on arrive sur le moment important. Alors, qu'est-ce qu'un gravastar exactement ? Eh bien, c'est un objet théorique, oui. Un modèle physique proposé pour résoudre une énigme qui résiste depuis plus d'1 siècle, celui des trous noirs. Mais réduire le gravastar à une simple alternative serait passer à côté de ce qu'il représente vraiment. Il ne s'agit pas juste d'un trou noir sans singularité, c'est une proposition radicale sur la manière dont la matière, l'espace et le temps peuvent s'organiser quand on les pousse à leurs limites. Dans les grandes lignes, un gravastar c'est une étoile morte qui n'est pas tout à fait sombrée, une étoile si massive qu'elle aurait dû devenir un trou noir, mais dont l'effondrement s'arrêtait juste avant le point de non-retour. Comme si la nature, à la dernière seconde, avait changé d'avis. À la place d'un point de densité infinie, on obtient une structure stable, équilibrée, qui imite parfaitement le comportement d'un trou noir, mais sans en être un. Le mot gravastar vient de Gravitational Vacuum Star, ce qui se traduit littéralement par étoile à vide gravitationnel. Et c'est ce vide justement qui est au cœur de l'idée. Parce que dans un gravastar, l'intérieur ne contient pas de matière ordinaire. Pas de gaz, pas d'atomes, pas de quarks. À la place, il y a ce qu'on appelle un condensat de vide. Et ce terme mérite qu'on s'y arrête parce qu'il n'a rien d'anecdotique. Dans le vide quantique, ce qu'on appelle rien n'est pas vraiment rien. Même dans l'espace le plus vide, il se passe des choses. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent sans cesse. Ça signifie que dans son ensemble, le vide est un champ d'activité permanente. Une mer d'énergie minimale qui baigne l'univers entier. Et certains physiciens ont proposé que, sous certaines conditions extrêmes, cette énergie du vide puisse se condenser, se structurer, comme un fluide quantique. Un peu comme l'eau qui peut devenir glace ou vapeur, ce vide peut passer d'un état condensé où ses propriétés changeraient complètement. En d'autres termes, il peut se densifier en le compressant de manière particulière, comme dans un gravastar. Et donc à l'intérieur d'un gravastar, ce vide condensé aurait une pression interne très particulière, une pression dite négative, capable de repousser au lieu d'attirer. Un peu comme l'énergie noire avec l'expansion de l'univers, qui exerce une pression négative. Cette pression serait assez puissante pour contrebalancer la gravité de l'étoile effondrée, empêchant la matière de continuer à s'écraser sur elle-même. C'est une sorte de bras de fer cosmique entre deux forces fondamentales. L'attraction gravitationnelle, qui attire tout vers le centre, et la pression du vide, qui pousse vers l'extérieur. Le point d'équilibre entre ces deux forces formerait la structure du gravastar. Mais cet équilibre ne pourrait pas tenir sans une interface, une sorte de barrière entre le vide intérieur et l'univers extérieur. C'est là qu'intervient la fameuse coquille du gravastar, une couche extrêmement fine et lisse, mais incroyablement dense. Un peu comme la surface d'une bulle de savon, sauf que cette bulle-là serait faite de matière exotique, peut-être comparable à celle qu'on soupçonne dans l'énergie noire, ou dans certaines phases de la matière étudiée en physique des hautes énergies. Cette coquille joue le rôle de jointure. Elle encaisse toute la pression du vide intérieur, elle maintient la cohésion de l'objet et surtout, elle remplace ce que l'on appelle l'horizon des événements. Dans un gravastar, il n'y a pas de frontière absolue de ce genre. Il y a une coquille presque aussi impénétrable, mais qui n'a pas les mêmes conséquences physiques. Et ça change tout. Parce que s'il n'y a pas d'horizon des événements, alors, en théorie, l'information ne disparaît pas. Rien n'est avalé à jamais.
on pourrait au moins en principe retrouver ce qui est tombé dans le gravastar, même si ça reste pour l'instant purement théorique. Et surtout, il n'y a pas de singularité, pas de point où la densité devient infinie, où les équations s'effondrent et où la physique cesse de fonctionner. Le gravastar, c'est un objet compact, oui, mais pas absurde. Il respecte les lois de la physique telles qu'on les connaît. Il les viole pas, il les tord jusqu'à leur dernière limite. Mais alors, pourquoi un tel objet n'a-t-il jamais été confirmé ? Eh bien justement, parce que de l'extérieur, il se comporte exactement comme un trou noir. Sa masse courbe l'espace autour de lui. La lumière ne peut pas s'en échapper. Il attire la matière comme n'importe quel puits gravitationnel extrême. Et c'est bien là tout le problème. Tout, absolument tout dans son comportement macroscopique imite à la perfection ce que l'on attend d'un trou noir. Il ressemble à l'extérieur comme 2 gouttes d'eau à un trou noir. Mais à l'intérieur, tout fonctionne autrement. Un peu comme un robot qui marcherait comme un humain. Il parlerait comme un humain, mais serait composé de circuits et non de chair. Impossible de le distinguer sans l'ouvrir. Et dans le cas d'un gravastar, on ne peut pas l'ouvrir. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas trancher. Le gravastar reste une hypothèse, une idée née d'un besoin, celui de contourner les paradoxes que posent les trous noirs. Alors c'est pas une idée bizarre à la mode, on parle vraiment d'un modèle avec des mathématiques complexes qui s'y cachent et qui repose sur des bases physiques sérieuses, qui cherchent à concilier relativité générale et mécanique quantique. Et même si ce modèle reste spéculatif, il a au moins le mérite de poser la bonne question. Et si les trous noirs n'étaient pas la seule réponse ? Et si sous nos yeux se cachait une autre vérité ? Bon, c'est bien beau de parler des gravastars, mais comment ces astres naissent ? Eh bien la naissance d'un gravastar commence, comme on l'a dit, plutôt par la mort d'une étoile. On rappelle qu'il faut que ce soit une étoile massive, bien plus lourde que notre Soleil, en fin de vie, et qui a consommé jusqu'au dernier gramme de son carburant nucléaire. L'étoile commence alors à s'effondrer sur elle-même. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit. Ce qui suit n'est pas une implosion ordinaire qui mène à une supernova. C'est un jeu d'équilibre et de force fondamentale qui entre en collision dans des conditions extrêmes. À mesure que la matière s'écrase, que les densités grimpent au-delà de tout ce qu'on connaît, l'espace-temps lui-même commence à se changer. Il change totalement de comportement. Et on arrive à un point critique, un seuil théorique où la physique classique ne suffit plus pour décrire ce qui se passe. Là où dans le scénario classique, un horizon des événements se formerait, un mécanisme inattendu pourrait se déclencher. Au cœur de cette étoile en effondrement, une transition de phase pourrait apparaître. Un peu comme quand l'eau devient solide à 0 degré. Mais ici, c'est l'espace-temps qui change d'état. En un instant, le centre de l'étoile pourrait se transformer en un nouveau type de structure. Une bulle de vide, mais pas un vide ordinaire. Un vide quantique, compressé, instable, et potentiellement saturé en matière exotique ou en énergie noire, qui serait relié à ce qu'on appelle la constante cosmologique, cette mystérieuse force qui semble faire accélérer l'expansion de l'univers à grande échelle. Ce vide, on ne peut pas vraiment l'imaginer. Il ne contient rien et pourtant il est chargé d'une pression phénoménale qui tend à gonfler tout ce qu'elle peut comme un ballon. Et c'est exactement ce qu'il fait. Cette bulle de vide commence à grandir. Mais elle ne peut pas aller bien loin, parce qu'elle se heurte immédiatement au reste de l'étoile, qui continue à s'effondrer. Du coup, on a comme une sorte de lutte qui commence. Le vide pousse vers l'extérieur et la gravité pousse vers l'intérieur. Et à un moment très précis, un équilibre s'installe. Ni l'un ni l'autre ne gagne. Ce n'est pas une explosion ni un effondrement. C'est une sorte de pause maintenue par la tension entre les deux forces fondamentales. À la frontière de cette bulle, on a cette fameuse coquille ultra fine, mais ultra dense. Ce n'est ni une croûte solide, ni une barrière énergétique comme celle qu'on voit dans la science-fiction, mais c'est bien un objet physique et cohérent. Il faut bien comprendre que cette coquille piège le vide à l'intérieur, un peu comme une bouteille enferme un gaz sous pression. Elle stabilise le système entier. Ce processus, selon certains modèles, pourrait se produire en un temps extrêmement court, moins d'1 seconde. Techniquement, un gravastar serait un objet dont la structure repose non pas sur la matière telle qu'on la connaît, mais sur une organisation de l'espace-temps lui-même, structurée par les lois de la mécanique quantique. On pense que ce genre de transition n'est possible que dans des conditions très particulières. Il ne suffit pas qu'une étoile soit massive. Il faut aussi que la densité atteigne un niveau où les effets quantiques de la gravité deviennent dominants. On parle alors de gravitation quantique,
qui est l'un des plus grands mystères modernes. On ne sait pas encore comment elle fonctionne précisément, ni comment l'espace-temps se comporte quand il est comprimé à des échelles aussi extrêmes. Mais ce que propose le scénario du Gravastar, c'est que cette gravité quantique ne serait pas juste théorique. Elle pourrait produire, dans certaines simulations, un objet physique réel, observable, stable. Un objet qui se forme quand la nature prend un chemin qu'on n'avait pas anticipé. Quand l'effondrement stellaire ne mène pas à une singularité, mais à une transition de phase, à une transformation. Et ce qui naît du processus n'est plus une étoile. Ce n'est pas non plus un trou noir. C'est un objet hybride, compact, discret, silencieux. Il ne rayonne pas et il ne bouge presque pas. Et pourtant, à l'intérieur, il est traversé de forces immenses qui s'équilibrent dans une tension permanente. Un système fermé, autorégulé, qui n'a besoin de rien d'autre pour survivre. Et ce qui rend cette idée fascinante, c'est qu'elle repose sur des principes que l'on connaît, mais poussés à leurs extrêmes limites. L'énergie du vide, la pression négative, la transition de phase, l'équilibre thermodynamique. Tous ces concepts bien établis pourraient, dans des cas extrêmes, donner naissance à quelque chose de totalement inédit. Et si c'est le cas, alors il se pourrait bien que les Gravastars soient déjà là, quelque part dans le ciel. Peut-être même qu'on en a déjà observé sans le savoir. Du coup, à la base, ça vient d'où les Gravastars ? Derrière ce mot, eh bien, il y a deux physiciens qui ont une intuition étrange, un peu bizarre à première vue, mais qui repose sur des fondations solides. C'était en 2001, au tout début du XXIe siècle. Powell Mazur et Émile Motola. Ce sont eux qui ont proposé cette alternative au trou noir. Et leur démarche, ce n'était pas juste d'inventer un objet bizarre pour se remarquer. Non, ils sont partis d'un vrai problème de physique. Un problème qui pose problème aux théoriciens depuis des décennies. En fait, Mazur et Motola venaient d'un autre domaine de la physique, celui de la matière condensée. Ce domaine s'intéresse à des choses comme les superfluides, les supraconducteurs ou les transitions de phase. Ce sont des phénomènes qui apparaissent quand la matière est poussée dans ses retranchements à très basse température ou à très haute densité. C'est un monde où les règles classiques ne fonctionnent plus, où les comportements collectifs prennent le dessus et où apparaissent des états quantiques étranges qu'on ne voit jamais dans notre quotidien. Et ce que ces deux physiciens ont eu comme idée, c'est de prendre cette logique, c'est-à-dire celle des transitions de phase et de les appliquer non pas à des fluides ou des matériaux, mais à l'espace-temps lui-même. En gros, au lieu de considérer l'espace comme un décor rigide et passif, ils l'ont imaginé comme une sorte de milieu qui pourrait changer d'état. Comme si l'espace, dans certaines conditions extrêmes, pouvait passer d'une phase à une autre. C'est ce changement d'état qui, selon eux, empêcherait l'apparition d'une singularité et formerait à la place ce fameux Gravastar. Leur idée a surpris, elle était audacieuse, mais elle n'est pas restée dans un tiroir. D'autres physiciens s'en sont emparés. Des chercheurs en relativité générale, en cosmologie et en gravité quantique. Des gens sérieux, parce que, même si le Gravastar n'est pas encore une réalité observée, il répond à des questions réelles, sur des problèmes bien identifiés. Par exemple, on l'a vu, il évite la formation d'une singularité là où la physique s'effondre. Il évite aussi l'horizon des événements, qui pose problème avec ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Et puis surtout, cette hypothèse a évolué. Elle n'est pas restée figée dans la version de 2001. Aujourd'hui, il existe plusieurs variantes. Certains modèles proposent des Gravastars en rotation, pour mieux coller aux observations des trous noirs qui tournent. D'autres introduisent des structures à plusieurs couches, comme des sortes d'oignons. Il y a même des versions où la coquille est rigide et instable, ou semi-perméable, ce qui ouvrirait la porte à de nouveaux types d'interactions avec l'environnement. Alors non, on n'est pas dans un processus scientifique. On est loin d'avoir prouvé que les Gravastars existent. Mais on n'est pas non plus dans le délire spéculatif. Ce sont des travaux publiés, débattus, critiqués, repris dans des revues scientifiques. Des articles qui utilisent les outils les plus rigoureux de la physique théorique. Et surtout, des idées qui essaient de résoudre des vrais problèmes. Pas juste de faire joli sur le papier. Aujourd'hui, le concept de Gravastar intéresse une branche bien particulière de la recherche. Celle qui essaie de concilier la relativité générale et la mécanique quantique. C'est un domaine encore jeune, plein d'incertitudes, mais aussi plein de promesses. Alors, quand on parle de Gravastar, on ne parle pas juste d'un objet théorique inventé pour faire joli. Faut bien voir la tentative d'introduction des Gravastars de la même manière que la théorie des cordes par exemple. À l'époque, ça avait fait autant de bruit et ça avait été perçu de manière similaire. On parle d'un concept né d'un vrai effort scientifique,
d'une tentative de dépasser les limites de notre compréhension actuelle. Et ça mérite qu'on l'écoute. Même si pour l'instant, c'est encore dans le flou. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est un objet théorique qu'on n'a pas encore détecté. Mais en fait, je vous ai pas tout dit. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si on veut prendre cette hypothèse au sérieux, il faut se poser une question. Simple, mais cruciale. Comment est-ce qu'on peut détecter un gravastar ? Comment on peut faire la différence entre lui et un trou noir, alors qu'à distance, ils ont l'air exactement pareils ? De loin, un gravastar a la même masse, et comme je vous l'ai dit plus tôt, il courbe l'espace autour de lui de la même manière. Il avale la lumière avec autant d'efficacité, et il provoque les mêmes effets gravitationnels que les trous noirs. Donc avec les télescopes classiques, même les plus puissants, ce qu'on observe, c'est l'environnement autour de ces objets, pas l'objet lui-même. On voit les jets de matière, les disques d'accrétion, les effets sur les étoiles qui tournent autour, mais pas ce qu'il y a au centre, ni pour un trou noir, ni pour un gravastar. Alors, pour aller plus loin, il faut changer de méthode. Et là, on entre dans l'ère des ondes gravitationnelles. Ces ondes, c'est littéralement des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et c'est là que ça devient passionnant pour l'histoire des gravastars. Parce que les fusions de trous noirs, par exemple, donnent un signal très particulier. Une montée progressive en fréquence et en intensité comme un sifflement qui grimpe, jusqu'à un pic brutal. C'est le moment de la fusion. Et ensuite, le signal retombe d'un coup, très vite. C'est ce qu'on appelle le chirp. Et si ce n'était pas un trou noir ? Si c'était un gravastar ? Là, les choses pourraient changer. Parce qu'un gravastar, lui, n'a pas d'horizon des événements. Il a une structure, il est rigide, ou au moins semi-rigide. Et ça pourrait produire un comportement très différent au moment de la fusion. Et il y a une idée que plusieurs chercheurs prennent au sérieux, celle des échos gravitationnels. En gros, après la fusion, au lieu d'un silence complet qu'on appelle le ring down, ou la phase de relaxation, le signal pourrait rebondir et être légèrement amplifié, comme si une partie de l'onde revenait en arrière, rebondissait sur la surface du gravastar, puis repartait. Et ça créerait une toute petite secousse secondaire, quelques millisecondes après le pic principal. Un écho, quelque chose de discret, enfoui dans le bruit des instruments de détection, mais qui ne devrait pas être là si c'était un vrai trou noir. Plusieurs équipes ont fouillé les données enregistrées par LIGO et Virgo pour voir si ces échos existaient, et certaines ont effectivement trouvé des anomalies, de minuscules signaux secondaires, difficiles à interpréter, mais qui pourraient correspondre à ce genre de rebond. Alors, c'est pas encore une preuve, loin de là. Les résultats sont très controversés et les incertitudes sont grandes. Certains pensent même que ce n'est peut-être que du bruit statistique, mais c'est pas rien non plus. Parce que ça montre que la question est prise au sérieux, qu'on cherche activement à trancher entre les modèles. Il y a même des propositions pour aller plus loin. Et certains physiciens veulent développer des méthodes pour identifier précisément la signature d'un gravastar, ses résonances, ses modes propres de vibration. Un peu comme si on écoutait un instrument de musique. Un violon et un piano peuvent jouer la même note, mais on reconnaît la différence grâce à la texture du son. Ici, ce serait pareil, mais avec l'espace-temps lui-même. Alors, non, on ne peut pas encore pointer un objet dans le ciel et dire « ça, c'est un gravastar ». Mais les outils sont là. La technologie progresse. Mais maintenant, histoire d'y voir un peu plus clair, on va comparer le trou noir et le gravastar. Parce que de loin, c'est presque pareil, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Un trou noir, déjà, c'est quelque chose d'extrême. Quand une étoile s'effondre, elle s'écrase complètement sur elle-même, jusqu'à former un point sans volume, mais avec une densité infinie. Ce qu'on appelle donc la singularité, comme on l'a dit. Et à ce moment-là, les lois de la physique nous sont encore inconnues. Tout ce qu'on connaissait ne marche plus. Autour, il y a l'horizon des événements, qui englobe la singularité. Une sorte de frontière. Dès qu'elle est franchie, il est impossible de faire un retour en arrière. La lumière, l'information, peu importe, tout est bloqué, coincé pour toujours. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que, selon la mécanique quantique, l'information ne peut pas disparaître. C'est une règle qui est fondamentale. Le paradoxe de l'information. Même Hawking s'est battu avec ça pendant des années. Et pour sauver la physique, on a dû imaginer des trucs très tordus. Des hologrammes, des trous de verre, des états quantiques cachés dans l'horizon. Mais le gravastar, lui, permet de tout résoudre. Pas de point infiniment dense, pas de singularité, pas de frontière où tout disparaît. À la place, on a un astre réel, avec une structure. Une coquille super dense, super rigide. Et à l'intérieur, un vide ultra compressé,
composé d'énergie, mais un vide stable. Pas besoin que tout s'écrase, pas besoin de sortir du cadre de la physique. L'effondrement s'arrête avant, il s'équilibre. Et comme il n'y a pas d'horizon des événements, l'information, elle, peut toujours ressortir. Ou au moins, elle n'est pas perdue, pas détruite. Et ça change tout. Pas de paradoxe, pas besoin de forcer la physique à faire des trucs bizarres. Le gravastar est donc une alternative au trou noir. Un objet compact, stable, complet, qui respecte les règles connues de la physique. Le seul inconvénient est le fait qu'il faille de la matière exotique. Il y a même un dernier détail complètement fou. Certains pensent que l'intérieur d'un gravastar pourrait devenir un nouvel univers. Ouais, un vrai. Une bulle d'espace-temps à part. Un univers entier né de l'effondrement d'une étoile. Comme si la fin d'un monde devenait le début d'un autre. Mais au fond, et si on s'était pas juste trompé ? Et si ce qu'on prend pour un trou noir, c'était un mirage ? Parce que oui, aujourd'hui, c'est l'explication qui tient le mieux. Celle qui colle aux observations, aux équations, et ce qu'on voit dans l'espace. Mais c'est pas forcément la seule. Peut-être qu'un jour, un signal va passer. Un écho, un petit truc, une vibration bizarre dans les ondes gravitationnelles. Ou alors une lumière déformée, un détail dans une photo, quelque chose qui ne colle pas et qui fera tout basculer. Et là on réalisera peut-être qu'au centre de l'ombre, il n'y avait pas une singularité, pas un point qui détruit tout, mais une bulle, un objet stable, cohérent, un gravastar. Ce n'était pas un monstre, juste une façon pour l'univers de fonctionner. Si vous souhaitez en savoir plus sur les trous noirs, je vous mets une vidéo juste ici qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, c'est en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. Sinon je vous mets ici une playlist que vous pouvez lancer sans prise de tête. C'est les meilleures vidéos de ma chaîne, donc je pense que ça va vous plaire. Merci à ceux qui rejoindront la chaîne juste après cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez du coup des gravastars, est-ce que vous y croyez ou non ou pas du tout. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous avez sur mon podcast Mystère Étoile toutes les vidéos un jour avant leur sortie officielle. C'était Zebrolos, à bientôt.